Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Open Thunder. Épisode un peu spécial puisqu'on va faire un épisode FAQ. On va revenir sur tout ce qui se passe du côté d'OKC en ce moment. On va revenir sur la série de victoires en cours du côté d'OKC puisque OKC est à 14 victoires de suite au moment où on enregistre ce podcast. Pour parler et pour répondre aux questions que vous nous avez posées, je suis accompagné de Tom. Tom, comment vas-tu? Bah ça va très bien. Tu l'as dit, 14 wins de suite. Là, on vient de taper les Knicks, donc c'est une bonne époque pour être fan d'OKC. Concrètement, là, on s'éclate bien. Ça joue bien au basket. On froisse tout le monde et on affronte Boston. Au moment où on enregistre, c'est demain 21h30. Oui. Donc ouais, non, ça va être un très bon match et globalement, oui, très content d'être là. On va pouvoir répondre à vos questions sur la deuxième meilleure franchise de l'année. Et apparemment, ça Oui. ne suffit d'être en 29-5 pour être premier. Donc, Non, bien sûr, puisque les Cavs ont décidé autrement, mais 14 wins de suite, mais est-ce qu'on n'est pas plutôt sur 6+8? Je laisserai les gens en commentaire répondre, puisque il y a une petite défaite au milieu quand même. je vois pas de quoi tu parles. Voilà, Il n'a jamais existé ce match. c'est tout le problème de cette NBA Cup de caca, c'est que non seulement ça compte pas pour le bilan de saison régulière, du coup quand tu es sur les winning streak, tu es en mode ouais, mais il y a une petite win, il y a une petite qui s'est perdue au milieu. Marc Vellot, en conférence de presse, on lui a posé la question, vous êtes invaincu face aux équipes de l'Est? Il a fait non, il y a le match face à Milwaukee, je sais, j'étais là. Donc voilà, c'est toujours les réponses assez pragmatiques de Marc Vellot. Mais voilà, comme je l'ai dit, on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur Twitter. Twitter, vous pouvez nous suivre. Et d'autres plateformes, vous pouvez nous suivre sur Instagram, vous pouvez vous follow la chaîne sur Twitch, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, bien évidemment, mettre des petits pouces, des petits commentaires si la vidéo vous plaît, tout simplement, et si la chaîne vous plaît, si vous voulez soutenir la chaîne. Pierre, au moment où on enregistre, a publié un épisode hier consacré à AJ Mitchell que je vous recommande de regarder sur la petite sensation la petite sensation concernant les rookies d'OKC, parce que c'est clairement pas Dion Jones qui va être une réelle sensation pour OKC, ou alors une sensation tout sauf agréable. Mais du coup, Tom, je vais te lancer pour les premières questions, puisque ça fait un petit peu lien avec la vidéo que nous a sorti Pierre hier. On a eu quelques questions posées concernant AJ Mitchell. Les premières questions, c'est la question d'Elwan 7. Est-ce que nous sommes étonnés de l'apport d'AJ Mitchell, possiblement Roy, ou on s'emballe sur les derniers matchs? Toi, qu'est-ce que tu penses de ce début de saison d'AJ Mitchell? On en avait parlé, je ne sais plus si c'était avec toi ou avec Charlie, quand on avait fait le live notation début de saison, mais globalement, il est relativement surprenant, même si je sais que tu étais plutôt très chaud sur le joueur au moment de sa draft. Avec Pierre, on aimait bien le profil, effectivement. Après, on en avait parlé en preview. Tu vois, il a un two-way contract, donc clairement, c'était pas le joueur sur lequel OKC misait en priorité. Et surtout, on en parlait en preview, on se disait c'est un bon basketteur. Franchement, il peut dépanner. Il peut dépanner sur certains matchs, mais on le voyait pas forcément dans le projet d'OKC. Tu vois, typiquement, un mec basketteur propre comme ça qui sait faire pas mal de trucs, un bon meneur de jeu, ça peut faire une super carrière en Europe. Là où le niveau athlétique est un peu moins haut, où là, du coup, il aurait pu plus s'éclater, mais on le voyait pas quand même percer en NBA à ce point-là. Donc, ouais, non, quand même très surpris de ce qu'a apporté Jay Mitchell. C'est clairement un membre à part entière de la rotation. Là, pour le coup, il a fait sa place et il a déjà joué tous les matchs cette saison et c'est pas prêt de s'arrêter. Je sais pas ce qu'il s'est fait mal à l'orteil hier, donc pour le coup, il va peut-être rater quelques matchs, mais dès qu'il sera dispo, il va revenir dans la rotation. Bon, c'est une rotation entre 10 et 12 joueurs, hein, on ne sait pas trop, mais dans les 10, il y a AJ Mitchell, et oui, c'est clairement quand même une surprise de le voir à ce niveau-là. Moi, ce qui me plaît en plus récemment, c'est il continue de pas avoir un volume énorme à 3 points, mais il est capable quand même de sanctionner. C'est un truc qu'on voit de plus en plus au fur et à mesure de la saison. Vu qu'il tient la route défensivement et que c'est un bon passeur, un bon finisseur, c'est un joueur qui est très utile pour OKC, et ça reste quand même une très belle surprise, effectivement. Tu l'as dit, c'est de loin le meilleur rookie d'OKC parce qu'il y en a un qui est à l'infirmerie et il y en a un qui cherche son basket, on va être poli, mais qui est en grande galère. Mais ouais, alors après, dans la question rookie de l'année, AJ Mitchell, je pense pas. S'il est all rookie team, c'est déjà bien, parce que c'est typiquement le genre de joueur qui est pas trop valorisé dans les trophées de fin de saison. Mais personnellement, je le mettrais dans mes rookie teams. Je pense seconde plutôt parce que le temps de jeu va pas lui permettre d'aller plus haut, mais rookie de l'année, c'est un peu haut quand même. Il y a quelques clients, il y a des mecs qui sont titulaires dans des équipes de playoffs, donc déjà c'est plutôt compliqué. Tu vois, des Jalen Wells, des Tristan da Silva, des mecs comme ça même un Stephen Castle, Castle très intéressant. Il y a des joueurs qui sont devant lui, mais ça n'en reste pas moins une très bonne saison d'AJ Mitchell pour le moment et une très belle surprise côté de OKC.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve il apporte une certaine stabilité avec le banc. Et je trouve même qu'il y a du dépassement de fonction chez Jay Mitchell dans le sens où, limite sur les passages sanchés, t'as l'impression que c'est lui l'organisateur de la seconde unité. Ouais. Et ça, bon, ça soulève d'autres problématiques chez d'autres joueurs, on va dire, mais ça montre un petit peu les qualités qu'il peut avoir. Comme tu l'as dit, il s'est blessé. Il faut faire attention parce que les sprintos, je ne suis pas médecin. On va voir comment ça va se passer, mais ça peut prendre du temps. Apparemment, j'ai lu, ça pouvait prendre potentiellement plusieurs semaines. Donc, on va voir quand on aura l'injury report au moment de dire qui sera out pour le match face à Boston. Mais effectivement, je le trouve intéressant. Après, physiquement, j'ai peur qu'il ait quand même un certain déficit athlétique qui peut potentiellement le pénaliser, surtout si tu joues certains matchs. Enfin là, tu vois, typiquement, le match face aux Knicks, tu as de la chance, entre guillemets, c'est que tu as d'autres profils assez frêles et que les Knicks ont préféré attaquer d'autres profils sur du post-up, typiquement Isaiah Joe. Mais voilà, j'ai quand même un certain doute sur certaines match-ups pour AJ Mitchell. Est-ce qu'il va être capable de résister au contact physique? Est-ce qu'il va être capable de résister aux qualités athlétiques des équipes adverses? Ça, je ne suis pas convaincu. Après, en attaque, voilà, je trouve que c'est un joueur utile qui a une bonne capacité, pas pour se créer son tir, mais qui a une belle capacité pour finir au cercle et une belle capacité pour sanctionner, qui a un handle qui est loin d'être de gueux. Enfin voilà, je trouve que c'est un joueur honnête et c'est un joueur de plancher, on va être très honnête. C'est pas un joueur de plafond, c'est pas un joueur qui va devenir un multiple All-Star ou je ne sais-je, mais pour l'instant, c'est un joueur qui est très honnête et qui est capable d'apporter de bonnes choses. Et en plus, c'est l'un des seuls joueurs de l'effectif qui est à droit à 3 points, même si le volume n'est pas extraordinaire. C'est l'un des seuls qui est capable de planter dedans à 3 points. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis étonné, honnêtement. Je m'attendais à pas grand-chose concernant AJ Mitchell. Et pour l'instant, il montre de très belles choses. Il fait plus que de me surprendre. Après, pour le Roy, non, je pense qu'on s'emballe. Déjà, là, je pense qu'il va louper quelques matchs avec sa blessure. Et puis surtout, comme tu l'as dit, il y a d'autres clients, les Stephen Castle, les Jalen Wells, même les Alex Sarr, Zakidi. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui ont un impact statistique qui est plus grand que celui d'AJ Mitchell. S'il fait une All-Rookie Team, ça va déjà être très solide, sachant que voilà, moi je m'amuse des comparaisons qui ont été postées, mais pour regarder la saison de Rich Shepard ou de Rob Gillingham, qui sont tous les deux des pics dans le top 7, top 8, ils font pas une meilleure saison qu'AJ Mitchell, qui est en pic 55. Donc effectivement, non, 55, Non, il c'est est. Bronny. Je sais plus quel pic Jay Mitchell, il c'est. n'est pas début de second tour. 35-36, il me semble. La classique 39. OKC, il a les pics début pic 30 là. Oui, oui, tout à fait. Je vais 38. Il est 38, 38, ouais. Jimmy Michel. 38. 55, c'est Brownie, voilà. Mais c'est parce que c'est le pic Aaron Wiggins, bien sûr. 55 et passe. Mais ça nous pose une dernière question, une question de Al Rezor sur son contrat. Alors, il nous demande ce qu'on pense de l'apport de Jimmy Mitchell. On l'a déjà répondu. Mais que va faire OKC avec son contrat tout-way? Le faire signer un contrat garanti paraît logique, mais y a-t-il une place dans le roster ou faut-il couper quelqu'un d'autre pour libérer un spot? Déjà, 2-3 petites précisions concernant les two-way contracts. Depuis le nouveau CBA, les two-way contracts ne peuvent jouer que 50 matchs sur l'intégralité d'une saison régulière avant de devoir être signé sur un contrat standard pour pouvoir jouer. Donc, AJ Mitchell, il est déjà à 34 matchs joués, 33 matchs. Il les a tous joués. Il les a tous joués. Donc, AJ Mitchell est à 34 matchs joués, sachant que dans le roster, techniquement, tous les roster spots sont pris, mais le 15e spot, c'est Brandon Carlson. Donc, tu peux totalement couper Brandon Carlson pour faire signer Jay Mitchell sur un contrat standard. Et je pense que c'est ce qui sera fait, puisqu'il me semble aussi que les two-way ne peuvent pas jouer durant les playoffs. Donc, c'est une problématique. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt côté d'OKC à ne pas garantir le contrat de Jay Mitchell. Je pense qu'il y a aussi cette volonté de se dire, bon, on va aller jusqu'au 48e, 49e match pour pouvoir garantir son contrat. Surtout qu'il me semble que le 49e ou 50e match de la saison tombe plus ou moins au moment de la trade deadline, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, potentiellement, il y a moyen de gruger sur cet aspect-là et de vraiment essayer de profiter à fond de ce que t'offre le CBA et de cette marge de 50 matchs pour le garder en tous les contrats. Mais oui, Tom, je te lance sur ça. On est tous les deux d'accord pour dire qu'il va très vite avoir un contrat standard et un contrat garanti. Ah oui, il va avoir la Ron Wiggins, la Lugansdort à l'époque, ce type de contrat, les 4 ans avec les dernières années pas forcément garantis, mais
mais où tu lui files, je sais plus combien c'était exactement, c'était du 6-8 millions, je crois, au total, sur 4 ans. Ouais, 6 Dans sur ces eaux-là. 4, quelque chose comme Ça ça. a peut-être réaugmenté avec la hausse du cap, mais oui, il va avoir ce genre de contrat-là. Brandon Carlson, il joue pas, donc il va être coupé. Et voilà, c'est un contrat qui est non garanti, Carlson, de toute façon. Donc oui, non, c'est sûr qu'AJ Mitchell va être inscrit. Tu l'as dit, la règle des 50 matchs, est-ce que la blessure à l'orteil permettrait pas au OKC d'être un tout petit peu plus coquin dans les Ouais. manipulations financières et de décaler un peu le contrat de Mitchell? Ouais, il aura son contrat garanti. Comme on l'a dit, on ne sait pas s'il fera partie de la rotation en playoff, mais ça reste toujours utile d'avoir AJ Mitchell de disponible à ce moment-là, vu à quel point il joue, à quel point il est important actuellement. Donc oui, il aura son contrat garanti, c'est 4 ans. Là, Ron Wiggins, faut pas s'en faire pour ça. Ouais, je suis d'accord. On a évoqué le cas AJ Mitchell, on va évoquer le cas Lou Dort avec une question de Daichris. C'est moi, le jeu offensif de Lou évolue encore. Alors là, pour le coup, j'avoue que je suis pas forcément d'accord. Parce que si on regarde typiquement les stats de Lou Dort, il est toujours au même nombre de passes, il est toujours au même nombre de tirs tentés, il provoque moins de lancers francs que l'an dernier. Ah, je sais pas ce que tu en penses, Tom, mais moi, je trouve que le rôle de Lou Dort n'a pas tant évolué que ce qu'il a pu être l'an dernier. On le voit peut-être un peu moins dans des situations où, voilà, quand ça marque pas, tu sens que Lou Dort, il a envie de prendre ses responsabilités et qu'il va te faire un drive un peu foufou. Voilà, sur les derniers matchs où tu as des creux offensifs, que ce soit le match face aux Clippers, que ce soit le match face aux Knicks, c'est pas lui qui va prendre la responsabilité, mais en dehors de ça, j'ai l'impression que le jeu offensif de Lou Dort et le rôle offensif de Lou Dort, il est un peu stabilisé depuis l'an dernier, quoi. Il n'y a pas d'évolution en tant que poseur d'écran. Il y a quelques séquences où il va cut, mais c'est assez rare. C'est un joueur, entre guillemets, qui est stationnaire, qui est logé à 3 points et qui va essayer de punir. Ouais, non, c'est assez d'accord avec toi. Ça a pas. La question est peut-être par rapport aux séquences où, bah là, contre les Knicks, par exemple, il y a une action où Dort il coupe pour arriver un peu après la ligne des lancers, il reçoit la balle et il fait une pocket pass pour Hartenstein qui recoupe au panier derrière. On voit Dort faire un peu plus ça, mais c'est vrai que sinon, oui, hormis peut-être ses mi-distance en déséquilibre en reculant, là, je sais pas pourquoi il fait ça. C'est très, c'est très Ça, c'est curieux. de l'or. Après, il est prenant spot-up. Maintenant, il les fait en mouvement. Bon, bah, écoute, pourquoi pas. Mais sinon, non, Lugensdorf, c'est un mec qui a un rôle limité en attaque, parce qu'il n'est pas là pour ça en priorité, hein, c'est normal. Hein. Mais oui, il est là pour rentrer des 3 points, faire quelques coupes au panier et aller gratter du rebond offensif de temps en temps et se battre sur les seconds ballons. Mais sinon, oui, je n'ai pas l'impression que son rôle est fondamentalement changé non plus. Non, je suis d'accord avec toi. Et puis, t'as pas envie, entre guillemets, que son rôle change, puisque tu es dans une optique de te dire, bah, en fait, c'est quasi le seul shooter fiable de l'effectif, que ce soit en Il y a termes de volume et que 40%. ce Hein. soit en termes d'efficacité. Ouais, il a 40% sur 5 tentatives. Il a encore augmenté son volume. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que effectivement, on en avait parlé. Alors, on est toujours dans des situations où Lou Dort, pour finir à 2 points, c'est catastrophique. L'an dernier, il était à 50% sur les tirs à 2 points. Cette année, il est à 41%. Donc, il y a quand même une perte d'efficacité de 9 points pourcentage. C'est son pire pourcentage à 2 points en carrière. Je ne suis pas allé checker les pourcentages de réussite au cercle, mais ils ont dû baisser aussi. Donc, voilà, je trouve que Lou Dort, quand même, depuis 2 ans, devient un shooter relativement fiable et qui est beaucoup moins sujet aux écarts en fonction des matchs, comme il a pu nous faire par le passé. Même en playoff, tu vois, en playoff, à 2 points, il était catastrophique, mais à 3 points, il était relativement régulier. Donc, c'est un peu triste à dire pour une équipe contender, mais on va dire que pour l'instant, sur ce début de saison, et peut-être même depuis 2 ans, ton shooter le plus efficace et ton shooter le plus fiable, bah, c'est peut-être Lou Dort, en fait. Ouais, c'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est pas top. Après, c'est bien 40% Dort, mais on sait qu'en playoff, il y aura des variations quand même. Enfin, ça reste pas un shooter naturel à la base, donc c'est déjà très très bien qu'il ait évolué à ce niveau-là, Lugensdorf. Ouais. Mais voilà, pas grand-chose à ajouter sur Lugensdorf. On a parlé un petit peu de l'aspect individuel. Donc là, on va passer sur la majorité des questions. C'est sur l'aspect un petit peu collectif. Voilà, première question la première catégorie sur laquelle je voulais te lancer, Tom. Évidemment, c'est l'une des questions qu'on nous a le plus posées. C'est le trade. Bien évidemment, puisque bon, on sait que OK, ici, à beau être en 29-5, tout le monde, nous compris, ne sommes pas forcément et entièrement satisfaits de ce qu'on voit, surtout en attaque. Donc, ça donne des idées. Et puis, effectivement, il y a un nom qui revient souvent sur les questions, on va pas se mentir, quand ça concerne les trades. Il y a peut-être un joueur du côté de Brooklyn qui est souvent cité, on va pas se Un mentir. certain Mais Cameron, peut-être. ouais, un certain petit d'ailleurs, Cameron, effectivement. Mais la première question de Daikris,
ne concerne pas justement ce fameux joueur de Brooklyn, c'est pour le kiff, on récupère Gershon. En mentalité, ça fuite bien, mais je ne crois pas niveau salaire. Voilà. Qu'est-ce que tu penses, toi, potentiellement, de l'arrivée de Gershon Yabusele à OKC? C'est une question un petit peu rigolote, mais Gershon Yabusele, en tant que stretch four, il fait une pure saison du côté de Philadelphie. Alors, il ne faut pas regarder la défense parce qu'il n'y en a pas. Par contre, en termes de finition sous le cercle et en termes de capacité à sanctionner à 3 points, bah, il transcrit en NBA ce qu'on avait vu en Europe, finalement. Ouais, c'est pas mal. C'est bon, Gershon à OKC, c'est plus rigolo qu'autre chose, sachant que les Sixers n'ont aucun intérêt à lâcher Gershon parce que c'est une de leurs plus grosses satisfactions de cette saison. Donc très clairement, ils vont pas nous le lâcher, on ne l'aura pas. Mais oui, c'est une bonne saison de Gershon et c'est vrai qu'offensivement, il pourrait match avec le style de jeu d'OKC. Dans l'idée, si vraiment le trade était possible, je sais pas si je le ferais dans le sens où, comme tu l'as dit, défensivement, Gershon, c'est pas trop ça. Et OKC, c'est d'abord une équipe, une top défense NBA. Donc, casser un peu ce truc-là, entre guillemets, en mettant un mec qui va être potentiellement ciblé en playoff défensivement, je serais pas trop fan. Par contre, offensivement, c'est vrai que même il a eu des séquences en poste 5 à Philly, quand il y avait des absents et tout, il a fini des matchs poste 5 parce que Embiid était blessé et Drummond, c'est André Drummond. Mais ouais, non, c'était intéressant. Il apportait du spacing, donc ça permet à des mecs comme Tyrese Maxey d'attaquer le panier, d'avoir plus d'accès au cercle et aussi d'apporter ne serait-ce que de l'adresse à 3 points, tout bêtement. Donc ouais, donc Gershon offensivement, du moins, ça pourrait pas être dégueu dans le style de jeu d'OKC. Maintenant, on sait que ce trade n'arrivera pas et comme dit, défensivement, je suis pas très fan du profil. Ouais, après, j'ai un peu envie de dire que c'est. Enfin, tous les joueurs qu'on va évoquer en trade, on va dire ouais, mais l'aspect défensif, j'ai un peu envie de dire c'est la troisième loi de Newton, il me semble. Il faut sacrifier quelque chose si tu veux récupérer quelque chose. Bah, il faut peut-être sacrifier un petit peu de défense si tu veux récupérer de l'attaque. On en parlera sur d'autres questions qui nous ont été posées, mais effectivement, alors niveau salaire, Gershon, ça marche bien puisqu'il touche littéralement le minimum vétéran. Ouais. Il touche 2 millions la saison. Par contre, c'est un contrat que d'1 an. Et là aussi, je pense que du côté de Philly, les finances sont assez serrées et que vu la saison que produit Gershon, il y aura bien une équipe qui va être capable de donner, allez, peut-être une biannual exception ou une partie de la mid-level sur ce que peut faire Gershon Yabusele. Donc là aussi, je ne suis pas sûr que son style du côté de Philly vienne potentiellement à se prolonger. Mais non, en tout cas, offensivement, il est intéressant, très intéressant même. Il t'apporte un petit peu de spacing, il t'apporte de la taille, il t'amène un petit peu de physicalité. Après, en défense, je suis d'accord que surtout pour ce poste-là, on est sur un joueur qui est quand même assez faible. Et puis voilà, ce que je trouve quand même intéressant chez lui, c'est que, comme tu l'as dit, avec les déboires que peut avoir Joel Embiid et le fait qu'André Drummond soit pas franchement optimal, il a beaucoup joué au poste 5. Là, il continue à jouer au poste 5 avec le retour de Joel Embiid. C'est un peu lui qui pique les minutes d'André Drummond. Donc, ça peut être une solution. J'ai envie de dire, ce serait mieux que Jalen, mais dans tous les cas, je ne vois pas Philly le lâcher. Surtout que c'est l'un des rares role-players qui donne entièrement satisfaction à Philly sur ce début de saison. Et en salaire, si on veut matcher le salaire, on lâche Dillon Jones, on récupère Gershon. Bah écoutez, si Philly ils veulent bien prendre Dillon Jones et un second tour pour lâcher Gershon, là pour le coup on fait le trade, il n'y a pas de souci, mais bon, ça paraît quand même improbable. On rend le pic de Philly de cette année, là, le pic de loterie, bien sûr. Un pic de loterie pour monsieur Gershon Yabusele. Mais du coup, ça nous amène évidemment au cas Cam Johnson. Ah, vous en doutez, tout le monde salive sur ce joueur. En même temps, il y a de quoi saliver vu le début de saison de Cam Johnson. Et justement, ça fait une transition toute trouvée pour une autre question de Daichris. Vous lâchez des pics de draft 2025 et 2026 pour Cam Johnson. Tom, je te lance les pics 2025 du Thunder. Alors, il y en a une tripotée, mais en gros, il y a celui des Clippers, il y a celui du Heat s'ils ne vont pas en playoff. Il y a celui du Heat s'ils vont en playoff, justement. Le Jazz, ils sont tellement mauvais qu'il faudra attendre l'an prochain. Et il y a le pic de Philly qui est protégé top 6. Et en 2026, tu dois avoir encore un pic des Clippers qui traîne, ou tu as un swap avec les Clippers qui doit traîner. Je ne sais plus si c'est unprotected. Non, c'est unprotected, il me semble. Tu peux avoir le pic de Miami non protégé, tu vas avoir le pic du Jazz protégé top 8. Alors voilà. Est-ce que toi, Tom, tu es prêt à lâcher des pics de draft vraiment à court terme pour récupérer Cam Johnson? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, comme tu l'as dit, de toute façon, si on récupère un joueur, vu nos besoins, c'est du shoot, concrètement. Hein. Il nous faut des mecs qui plantent à 3 points, parce que là, c'est pas beau. Oui. On va avoir du shoot, mais il va falloir sacrifier un peu d'aspect défensif. Moi, Cam Johnson, je me rappelle de ce qu'il faisait à Phoenix.
Et défensivement, je sais pas si c'est un mec qui sera tant ciblé que ça par rapport à ce qu'on voit à Brooklyn, du moins. Où là, à Brooklyn, c'est vrai qu'il défend plus trop. Mais j'ai l'impression que c'est plus le contexte Brooklyn qui fait que défensivement, on le voit pas à un bon niveau. Là où à Phoenix, ça restait pas le meilleur défenseur du 5. Hein. De toute façon, il était à côté de Michael Bridges, par exemple. Donc effectivement, il pouvait pas être le meilleur dans cet aspect-là. Mais j'ai l'impression il était correct défensivement, je trouvais. Donc Cam Johnson, je serais prêt à lâcher, ouais, comme tu l'as dit, ça serait quoi, deux first, ouais, pourquoi pas. C'est surtout moi les joueurs où je sais pas trop qui je lâcherais pour Cam Johnson. Je suis en train d'essayer de voir son contrat à l'année, combien ça 22. coûte. 22. À 22, qu'est-ce que tu peux lâcher à OKC? Il faudrait lâcher du Isaiah Joe à 12. Et après, tu vois, Joe Wiggins et deux first, est-ce que les Nets acceptent? Est-ce qu'ils ont des meilleures offres? Je sais pas. Disons que s'ils acceptaient Joe Wiggins et deux first, j'y réfléchirais. J'y réfléchirais sérieusement, mais c'est. Moi, c'est plus sur l'aspect joueur. Les deux first, à la limite, les mettre dans le package, ça pourrait m'aller. C'est plus sur l'aspect joueur où je sais pas trop ce que pourrait demander Brooklyn et ils vont peut-être être un peu gourmands, au vu surtout de la hype autour de Cam Johnson qui en ce moment, il y a eu la liste des équipes qui sont sorties. Bon, ça, souvent, c'est les agents qui sortent qui sortent des infos un peu comme ça où ils disent, bon, bah, il y a 29 équipes sur Cam Johnson. Attention, il y en a qui sont prêts à lâcher 4 first. Mais non, il y a des équipes intéressées et vu tout l'intérêt qu'il y a autour de lui, justement, je pense que la contrepartie va être assez élevée. Donc, je suis pas prêt à lâcher n'importe quoi pour Cam Johnson. Mais mettre de first, pourquoi pas, surtout vu la liste la tonne de first qu'on a côté OKC. Du coup, pour répondre à la question de Bebs Mehdi, toi, tu es prêt à donner Isaiah Joe, Dion Jones, Ousmane Dieng, deux bons first et des seconds tours pour Cam Johnson? Ah bah oui. Oui, Joe. Après, c'est vrai que si tu lâches Joe, la question c'est est-ce que tu espères pas au fond que Isaiah Joe remette ses tirs à 3 points? Parce que c'est quand même pour ça qu'il est là à la base et c'est ça qu'il fait depuis qu'il est au OKC. Donc est-ce que Mais il lâcher aimait Joe en pas. shooter pour. Ah, c'est ça le souci, il a 35% cette année, c'est pas top. Hein. Mais c'est ça le souci, c'est est-ce que tu lâches Joe et tu vois qu'à Brooklyn il a 40% et tu récupères Cam Johnson et Cam Johnson, c'est pas ce qui se passe, il a 36. Et bah merde, qu'est-ce qu'on a foutu? Mais Joe, Dylan Jones, Ousmane Dieng et de first, bah Dylan Jones, Ousmane Dieng, concrètement, ils servent à rien pour l'instant. Donc ça me dérangerait pas. Moi, c'est plus si on commence à mettre du Wiggins, là, je peux tiquer un peu plus. Mais là, le package que tu m'as dit, oui, pourquoi pas. Ouais, après, je trouve qu'il y a une situation où. En fait, moi j'ai envie de dire, le côté Cam Johnson et si tu lâches des pics de draft, moi, me gêne pas, puisque, en fait, les joueurs potentiellement que tu peux échanger sont des joueurs qui ne défendent pas de base. Moi, j'avais fait un petit trade où j'avais dit, attention, avec les situations où Cam Johnson, c'est un peu un rêve, mais c'est un joueur qui va être au mieux assez. Allez, qui va être au mieux average défensivement, mais en fait, quand tu as quand t'as des velléités d'être champion, eh ben, être average défensivement et pas suffisant, j'ai envie de dire, surtout quand potentiellement tu peux jouer une équipe comme Boston en finale NBA, une équipe comme Boston qui fait beaucoup de mismatch hunting. Et après, on m'a dit à raison, c'est que bah, si tu vas échanger Aaron Wiggins, si tu vas échanger Isaiah Joe, si tu vas échanger ce type de joueur contre Cam Johnson, c'est déjà des joueurs qui défendent pas. Donc en fait, c'est des situations où, bah, comme c'est des mecs qui défendent pas, tu vas pas y perdre au change défensivement, et par contre, tu vas avoir un vrai upside offensivement. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait lâcher pour Cam Johnson? Ça, je sais pas. Il y a aussi le côté où, ça c'est un point qu'on avait souligné aussi, enfin que moi j'avais souligné au moment où Wiggins et Joe avaient été prolongés, c'est que Joe, il a un contrat de 3 années plus une team option. Aaron Wiggins, il a un contrat de 4 années plus une team option. Est-ce qu'une équipe comme Brooklyn, qui est quand même dans une phase de reconstruction, a vraiment envie de récupérer des joueurs sur lesquels ils s'engagent financièrement pendant plusieurs années, ou est-ce qu'ils vont tout simplement pas préférer je sais pas moi, il y a les Kings qui sont dans les rumeurs, est-ce qu'ils vont pas préférer Devin Carter, qui est un joueur qui a été drafté en loterie, plus des joueurs qui ont des contrats expirants? Ça, c'est aussi une première problématique. On peut se dire, oui, le joueur, peut-être que, je sais pas si Cam Johnson il est échangé à Sacramento, on va se dire peut-être qu'en retour aux joueurs, ils sont moins bons, mais ils n'auront peut-être pas 20 millions de salaire garanti sur la saison prochaine. Donc ça aussi, je pense que c'est un truc à prendre en considération. Après, voilà, moi, je suis totalement d'accord avec le fait que Cam Johnson, enfin, je serais totalement content si Cam Johnson venait être échangé au KC. Je pense que deux firsts, c'est quand même la limite, parce qu'il ne faut pas déconner. On ne parle pas Ouais, non plus d'un pas joueur plus. qui est multiple star. Et on ne parle pas d'un joueur qui va être un game changer. À voir comment sa valeur peut bouger en fonction du cas Jimmy Butler, même si j'y crois pas trop non plus.
peut-être que tu peux avoir des équipes qui se disent bon, bah, en fait, on va aller sur Jimmy Butler alors qu'on était plutôt parti sur Cam Johnson, mais en termes de salaire, il y a une nette différence. En termes de niveau de joueur, il y a une nette différence. Donc, je ne suis pas sûr que les deux viennent un petit peu se confronter. Mais voilà, je trouve que sur l'aspect Cam Johnson, si tu fais genre Wiggins, Joe, plus de first, ça commence à faire beaucoup. On va être très honnête. Il faudrait essayer de garder au moins un des deux. Après, vu ce que les joueurs montrent là depuis quelques matchs, tu as plus envie de garder Wiggins que tu n'as envie de garder Isaiah Joe. Mais voilà, je pense que potentiellement, moi, je suis prêt à lâcher des tours de draft. Et si tu veux en récupérer, il faudra lâcher des tours de draft pour Cam Johnson. Ouais. Et à choisir, je préférerais Wiggins sur ce que tu as dit, l'aspect défensif, où bon, pour l'instant, Wiggins, on est sur une série de matchs où c'est vraiment pas top défensivement. Mais on sait qu'il est capable d'être un défenseur correct en playoff. Donc là où Isaiah Joe, tu vois, on en a parlé sur le match contre les Knicks, et même globalement, c'est un mec qui est ciblé défensivement, même s'il fait les efforts, rien que physiquement, c'est un mec que les équipes adverses vont cibler. Là où je me dis, tu disais qu'un niveau average, c'était pas suffisant en playoff. Quand je vois les derniers champions, je vois qu'il y a des role players qui ont un niveau average défensif et qui sont capables de contribuer. Tu regardes Denver, Michael Porter Jr., c'était pas un défenseur non plus exceptionnel. Il est capable de se fondre dans le collectif. C'était pas non plus un lockdown. Boston, bon, ils ont dans le 5 bons défenseurs. Bon, ça, c'est une équipe bizarre, mais même les sorties de banc, Sam Hauser, c'est un défenseur correct. C'est pas non plus exceptionnel. Peyton Pritchard, bon, lui, il apporte du shoot plus du playmaking. Il apporte deux choses offensivement, mais défensivement, c'était le mec qui était globalement ciblé, même s'il arrivait à tenir sur le terrain. Mais pour moi, Cam Johnson, le fait qu'il soit average défensivement, c'est pas forcément un souci, si évidemment il rentre ses tirs. Et pour le coup, en carrière, il n'a pas eu trop de baisse d'adresse, j'ai l'impression. Non, en playoff, non, j'en avais parlé quand on avait fait stratégie de l'intersaison. Moi, c'était une des cibles que j'avais notées sur le papier. Non, c'est un joueur qui ne drop pas ses pourcentages à 3 points en playoff. Après, tu vois, tu parlais. Denver est un peu une anomalie sur le titre parce que Denver, c'est une des seules équipes qui était mauvaise défensivement en saison régulière qui parvient à quand même gagner le titre. Après, Boston, effectivement, tu as ce côté où bah, en fait, Boston a beaucoup de joueurs qui sont très forts défensivement et ça rejoint un petit peu aussi ce qu'a dit ce que je peux dire pour Denver et pour Michael Porter Jr. Ils n'ont pas rencontré d'équipe qui était capable de punir ces joueurs average défensifs. C'est-à-dire que Boston est capable de faire du mismatch hunting parce qu'ils ont 5 joueurs qui sont capables de porter la balle. Allez, 4,5 avec Porzingis. Là où en fait, quand Boston joue une équipe en face, ou quand Denver joue une équipe en face sur son run de playoff 2023, tu n'as pas 4 ou 5 joueurs qui sont capables de sanctionner sur des mismatchs. Donc c'est plus dans une optique où tu viens affronter Boston, qui, selon moi, reste malgré tout le favori pour sortir de la conférence S. Et on se projette déjà sur des finales NBA. Alors que potentiellement, on va sortir en demi-finale de conf face aux Spurs. Mais voilà, je trouve que tu as quand même cet aspect où tu dois prendre en compte le fait que tu peux potentiellement rencontrer Boston. Et Boston, au moindre qui est moyen, ils vont tous être capables de driver dessus parce que c'est comme ça que leur schéma offensif fonctionne et qu'eux, ils recherchent vraiment les mismatchs. Après, l'avantage de Cam Johnson comparé à un AJ Mitchell, par exemple, c'est qu'il est grand. Au moins, il t'apporte une certaine taille. Après, voilà, offensivement, c'est un playmaker honnête qui a fait des progrès depuis son trade à Brooklyn, mais c'est pas non plus un extraordinaire playmaker. C'est pas un énorme rebondeur. Enfin, tu sais à peu près ce qu'il t'apporte et il va t'apporter des trucs que tu as besoin, mais c'est pas non plus le joueur hyper complet, quoi. Il est quand même relativement spécialiste d'un côté du terrain et même sur un type de profil, même si, encore une fois, il est capable de driver, il est capable de provoquer quelques lancers malgré tout. Ouais, oui, comme tu l'as dit, c'est une bonne compasse à Mauser parce que c'est typiquement ça. C'est un ailier assez grand qui, dans l'idée, n'est pas un défenseur non plus incroyable, mais rien que sa taille, sa longueur, il suffit qu'il soit un peu impliqué et il est capable de tenir sur le terrain. Là où un mec plus petit, même s'il a le même niveau d'implication, rien que l'aspect physique va le desservir par rapport à Hauser ou Cam Johnson. Après, comme tu disais, c'est vrai que là, on parle de Cam Johnson, mais il y a quand même peu de chance, entre guillemets, que ce soit OKC qui le récupère parce que tu l'as dit, il y a des équipes qui ont des meilleurs assets. C'est vrai que les Nets, même si on mettait du Joe Wiggins et de First, Joe Wiggins, qu'est-ce qu'ils en font concrètement? Après, les Nets peuvent se dire c'est des joueurs potentiellement valuables que tu peux rééchanger derrière. Enfin voilà, il y a plusieurs discours que tu peux avoir sur un trade, mais déjà il faut attendre le 15 janvier, puisque si jamais tu venais à trader pour Cam Johnson,
c'est à partir du 15 janvier que Wiggins et Isaiah Joe sont éligibles à un trade. Donc potentiellement, dans les 10 jours qui viennent, il peut être échangé, Cam Johnson, même si j'y crois pas trop. Et il y a surtout un aspect qui, moi, me fait dire que ça n'arrivera pas. C'est ce que Sam Presti avait pu dire en compte de presse en fin de saison dernière, ou avant le début de cette saison actuelle, notamment le cas Gordon Hayward, où il avait dit en somme que il allait peut-être y réfléchir à 2 fois avant de bouleverser l'effectif au niveau de la trade deadline. Donc, pour moi, c'est quand même un aveu de dire bon, on va voir ce qui se passe. Après, voilà, je sais, ça rejoindra mon discours que je vais tenir sur une autre question. Sam Presti, il a déjà foiré une deadline avec une très bonne équipe l'an dernier. Attention de ne pas en foirer une deuxième quand même, potentiellement, parce que cette équipe a des défauts qui sont quand même assez visibles. Et en l'état, je ne pense pas que l'effectif soit capable réellement de résoudre ces problématiques. Ouais, oui, ça viendra pas de l'effectif en lui-même, il faut un ajout extérieur. Je suis assez d'accord là-dessus. Surtout qu'on en parle depuis pas mal de temps de ce shooter sur les ailes, ce grand shooter. Donc pour le coup, ça serait une belle opportunité. Après, comme tu l'as dit, oui, Sam Presti, le trade de Gordon Hayward, ça l'a bien refroidi, hein, quand même. Il a lâché des joueurs pour un mec qui prenait pas de tir, ça l'a un peu calmé. Donc, pas dit. Moi, le plus probable, alors même si on va dire que c'était pas forcément ce qu'on souhaitait en priorité, mais je pense que le plus probable, c'est que OKC ne bouge pas et garde l'effectif pour la saison. Ouais. Surtout quand t'as pas pu tester du Chet Hartenstein, des choses comme ça. Je pense qu'OKC va miser sur la continuité. Mais si jamais il y a un trade, Cam Johnson, c'est une bonne idée. On en reparlera après, parce qu'on a eu des questions aussi sur la complémentarité entre Chet et Hartenstein. Et une autre question de Dykris, hormis Cam Johnson, on a très peu de cibles pour un trade. La solution offensive peut-elle être un talent caché interne chez le Blue? Non. C'est pas Dion Jones, c'est pas Ousmane Dieng, c'est pas Jaden Shackelford qui vont, je me pose s'il est encore dans l'effectif, qui vont apporter une solution. Et je pense que déjà, tout le monde non, mais une bonne partie de la fanbase a compris que tu n'allais pas ramener un porteur de balle, tu n'allais pas ramener un joueur qui est capable de se créer son tir. Et là aussi, j'avais mis mon là en disant c'est très difficile de trouver un joueur qui est capable de se créer son tir. Plus tu montes haut dans le niveau de compétitivité sans toucher à ton corps. C'est-à-dire que oui, si tu récupères Jimmy Butler, tu vas avoir un joueur qui est capable de se créer son tir, mais ça veut dire que tu touches à ton corps financièrement, tu touches à Hartenstein, tu touches à Lugensdorf. Si jamais tu voulais récupérer un joueur qui est capable de se créer son tir, en gros, il faudrait qu'il soit dans les 20 millions de salaire. Et en l'état, tu n'as personne qui touche 20 millions et qui est capable de se créer son tir à des hauts niveaux de compétitivité sur des hautes séries de playoffs. Andrew Nembhard. Andrew Nembhard. Ça serait le rêve, Andrew Nembhard, mais bon. Non, Norman Powell, et puis voilà. Norman Powell, c'est pas mal aussi, ouais. Norman Powell, Derrick White. Bon, il touche plus, Derrick White, maintenant. Mais, oh non, mais voilà. Mais bon. Derrick White, c'est un top 35 NBA, donc... Ouais, ils ont beaucoup de top 35 NBA, Boston, il faut se calmer. Ouais, ça va, ils en ont 2-3. C'est pas mal. Mais oui, non, ça viendra pas du Blue, un talent caché. Est-ce que le talent caché en termes de ball handling, c'est pas Nikola Topic, finalement? Est-ce que c'est pas pour ça que Sam Presti s'est dit lui, il est fort, je vais le drafter, et on va attendre un an. Mais bon, là, du coup, ça sera pas valable pour les playoffs de cette année. Ce sera l'an prochain. Mais techniquement, Topic, il est drafté pour ça. Hein. Il est drafté pour son playmaking et ses capacités balle en main. Donc, c'est pas pour sa défense, en tout cas. Donc, non, c'est pas pour son tir à 3 points non plus. Non plus. Après, on sait jamais. Hein. Lugensdorf, début quart, ça rentait pas de tir. Un Jalen Williams, il a été meilleur à 3 points en NBA que ce qu'il faisait à la fac. On sait jamais. Nicolas Topic, ça se trouve, c'est un shooter correct. Hein. Ouais. Mais, je suis assez sceptique aussi. Mais c'est peut-être ça l'idée, c'est de miser sur Topic l'an prochain que tu as drafté haut et qui a un vrai talent en termes de playmaking. Mais oui, sinon là pour cette année, OKC va rester en l'état et ramènera pas d'autres ball handlers, je suis assez d'accord. Tu as la bonne surprise de Jay Mitchell, mais comme on l'a dit, est-ce qu'il jouera en playoff? On sait pas trop. Donc tu as quelques progrès quand même. Moi, cette histoire de troisième playmaker m'inquiète un peu moins, entre guillemets, dans le sens où la réponse que tu arrives à trouver pour l'instant pour pallier ce manque de troisième ball handler de gros niveau playoff, c'est plusieurs joueurs qui assument de la création, du Hartenstein notamment. Il y a un peu de mieux concernant Kesson-Wallace, je trouve, niveau playmaking, notamment pour trouver des coéquipiers à l'intérieur. Comme on l'a dit avec Jay Mitchell, c'est via du playmaking de plusieurs joueurs par-ci par-là qu'OKC arrive à compenser. Est-ce que ça ira dans le même sens en playoff? Ça reste à prouver, mais oui, je suis assez d'accord. Je suis pas sûr qu'OKC ramène un troisième ball handler et ça restera plutôt en l'état comme ça. Et ça viendra pas du Blue, effectivement. De toute façon, des joueurs qui percent de G-League à la NBA, il y en a très très peu, hein, pour le coup. Donc, oui. Là, le dernier que j'ai en tête, et encore, c'était un mec drafté premier tour, c'était Miles McBride, et c'est un mec qui était en G-League parce que. En deuxième tour, ouais.
McBride. Ah, c'était pas fin de premier tour, je crois que c'était. Non, il est drafté par OKC. En plus, il est échangé contre JRE. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Mais tu vois, c'était un mec qui était bouché dans la rotation des Knicks, surtout. C'était pour ça qu'il jouait pas, c'est qu'il y avait Bronson Quickly. Mais dès que ça s'est libéré, on a vu qu'il avait le niveau. Et sinon, oui, Jaden Shackelford. Bon, si on commence à mettre du Jaden Shackelford sur le terrain, ça va mal se passer. Ouais, ça va être un petit peu compliqué. Et du coup, des questions qui sont un petit peu en lien avec l'éventuel trade de Cam Johnson, on a une question toujours de Bez Mehdi qui nous dit est-ce qu'on est prêt à sacrifier du long terme après 2027 pour du court terme? Ramener Cam Johnson nous amènerait à manœuvrer au poil de cul, c'est ce qu'il dit financièrement. D'où sa question suivante, DiVincenzo plutôt que Cam Johnson, finance et Azaya. Je pense que c'est le côté finance, c'est Azaya, c'est pas Azaya Joe, c'est Azaya Hartenstein, je pense, sur cet aspect-là. Moi, je ne vois pas les Wolves lâcher Dante DiVincenzo parce que déjà, ils ont tradé Karl Anthony Towns pour une partie de Dante DiVincenzo. Déjà que ça ne se passe pas très bien avec Julius Randle, ils ne vont pas lâcher Dante DiVincenzo pour 3 copecs. Donc, puis Dante DiVincenzo, en termes de joueur qui est en crise de confiance au niveau de son tir, ça se pose là aussi, même si c'est un peu mieux ces derniers temps. On est toujours sur un joueur qui a perdu une grosse perte d'efficacité par rapport à l'an dernier, même si voilà, peut-être que les retrouvailles avec Azaya Hartenstein lui feraient pas de mal, puisqu'il retrouverait les situations où Hartenstein lui pose un écran, et peut-être que lui, contrairement à Azaya Joe, serait capable de rentrer le 3 points. Mais non, enfin, est-ce qu'on est prêt à sacrifier du long terme pour du court terme? Pour moi, oui, parce qu'en soi, contrat de Cam Johnson, c'est contrat de Joe et Wiggins sans cumuler, quoi. En gros, puisque Cam Johnson, il prend 22 millions cette saison. Il me semble que c'est 20 millions la saison prochaine et c'est 22 millions dans 2 ans. En soi, son apport à l'échelle du cap est quand même il n'est pas faible, mais il est modéré, on va dire. Et c'est un contrat potentiellement que tu peux rééchanger, ailleurs. Donc, déjà, tu auras une problématique de base pour potentiellement prolonger Azaya Hartenstein. C'est un fait. Azaya Hartenstein, tu l'as payé très cher. Tu as potentiellement une team option sa 3e saison, mais on sait qu'au niveau des timings, ça colle pas trop avec la prolongation de Shea, avec la prolongation de J-Dub, avec la prolongation de Chet Holmgren. Et vu son apport, potentiellement, c'est un joueur qui va être énormément courtisé. Donc déjà, tu auras une première problématique à Zaire Hartenstein sans Cam Johnson. Voilà, Cam Johnson, comme j'ai dit, cette année, il touche 16% du cap. L'an prochain, c'est 13%. Dans 2 ans, c'est 13% aussi. Pour moi, c'est sacrifier du long terme pour du court terme me pose pas trop de soucis. Surtout que voilà, c'est un joueur qui a 29 ans. Financièrement, pour moi, tu auras déjà des problématiques financières. Je trouve pas que ramener Cam Johnson t'en pose énormément plus à partir du moment où tu lâches Azaya Joe et Aaron Wiggins. Ouais, puis si tu veux gagner le titre, de toute façon, il faut prendre des risques financiers, il n'y a pas de secret. Et là, OKC, voilà, c'est ça. OKC sort d'un first seed. Cette année, OKC, c'est un prétendant au titre. Donc effectivement, prendre des risques financiers, moi, ça me choque pas. Hein. Le long terme, c'est bien sympa quand tu construis ton effectif. Donc il y a 2-3 ans, hein, notamment, d'avoir de l'asset sur long terme, c'est important. Mais tu regardes tous les contenders, ils lâchent leur pic de 3-4 ans après pour choper des joueurs qui contribuent dès maintenant. Tu vois, je sais pas, les Knicks, ils ont lâché 5 firsts pour choper Michael Bridges. Bon, ils ont bien craqué leur slip, mais bon, ils sont quand même contents d'avoir Michael Bridges au final. Toutes les équipes font ça, donc moi, ça me choque pas. Hein. Si, comme on l'a dit, on parlait de 2 firsts pour Cam Johnson. Si c'est pas des firsts 2025-2026, mais un peu plus tard, bon, bah, écoute, on lâche les firsts d'un peu plus tard, c'est pas gênant. Donc, surtout que, comme tu l'as dit, il y aura les prolongations de Chet et J-Dub à négocier. D'une, si tu fais des trades maintenant, là, tu es dans une situation financière qui est plutôt favorable actuellement, tu ne l'auras pas forcément lorsque les 3 auront prolongé au max. Et surtout, sacrifier le long terme, tu sacrifies pas vraiment ton long terme parce que les 3 joueurs, tu les projettes comme dans ton effectif pour un paquet de temps. Donc, tu auras déjà une base de talent dans ton effectif. Donc, le long terme est déjà un peu assuré, entre guillemets. Donc, lâcher des pics pour du court terme, moi, non, ça me choque pas du tout. Après, il y a cette. Je pense que manœuvrer au poil de cul, c'est aussi vis-à-vis de la question de la seconde approd, qui fait un petit peu peur à tout le monde. La seconde approd qui va être déclenchée dans 2 ans, en gros, à partir du moment. Allez, je veux pas vous dire de bêtises, peut-être dans 3 ans, au moment où Shea aura son super max. Faudra voir comment OKC va manœuvrer financièrement, mais avec l'extension d'Alex Caruso, tu remets 20 millions, tu remets 20 patates sur la table. Moi, je trouve que vraiment, Charlet et Pierre en avaient parlé juste avant Noël, au moment où Caruso a été prolongé. C'est un contrat qui est vraiment lourd.
qui est lourd dans les finances de KC, qui est lourd pour le rendement du joueur. Je suis pas surpris si d'ici 2 ans, Caruso il venait à être échangé contre en y attachant des pics de draft pour un petit peu dump son salaire. Tu vois, je trouve que c'est potentiellement un truc que tu peux faire. Mais voilà, tu as la prolongation de Lou Dort aussi, parce qu'on n'en parle pas de Lou Dort, mais Lou Dort, il avait signé, ouais, il me semble qu'il est calqué sur le contrat de chez. Donc lui aussi, il lui reste 18 mois de contrat. Là aussi, c'est une prolongation. Alors Lou Dort, il ne va pas prendre 25 millions la saison, j'espère pas. Il va rester aux alentours du contrat qui est le sien, c'est-à-dire 17 millions. Non, il a encore 2 ans de contrat, Lou Dort. Bah oui, c'est comme chez Cette année, l'an prochain, il a une team option sur la dernière. Voilà, donc il a entre 1 an et demi et 2 ans et demi de contrat, mais il me semble qu'il est éligible à une extension dès la saison prochaine. Enfin, au cours de l'été, il est déjà éligible à une extension. Donc, dans une situation où il faut faire attention financièrement, je pense que OKC a quand même relativement de marge pour naviguer et pour encaisser potentiellement l'arrivée d'un Cam Johnson, même si, voilà, comme je l'ai dit, ça fera beaucoup de joueurs aux alentours des 20 millions. Et dans tous les cas, j'ai envie de dire que OKC sera une équipe de la seconde apron à un moment donné. C'est-à-dire que ce sera peut-être en 2027, peut-être en 2028, peut-être en 2026, mais il y a un moment où OKC sera une équipe de la seconde apron. Et à un moment où il va falloir faire de vrais choix financiers sur certains joueurs. Quitte à faire des choix financiers, je préfère les faire sur le contrat de Cam Johnson et d'Isaiah Hartenstein plutôt que sur le contrat d'Isaiah Joe et d'Aaron. Ouais. Puis, de toute façon, oui, pour gagner le titre, il faut être dans la seconde apron ou pas loin. Et surtout, tout dépend de comment tu rentres dans la seconde apron. Tu rentres dans la seconde apron comme Boston. Bon, bah, tu viens d'être champion, tu fous des contrats de fou, mais à des joueurs qui ont montré qu'ils étaient capables de remporter un titre. Bon, bah, tu prends le risque financier et tu sais que c'est un truc qui peut payer. Tu rentres dans la seconde apron comme les Phoenix Suns. Bah, c'est pas facile. Là, tu fous toute la blinde sur 3 joueurs et après, pour construire ton effectif, t'es dans la merde. Donc, tout dépend de comment tu rentres. Dans tous les cas, il faudra y rentrer. Et comme tu l'as dit, tout dépend des contrats que tu récupères. Cam Johnson, c'est un mec, la dernière année de son contrat, il aura 30 ans. Donc, globalement, il sera toujours plutôt en forme. Le contrat de Caruso, c'est là où on est un peu plus sceptique. C'est que sa dernière année, il aura 35 piges et que c'est déjà un gars qui a des problèmes de blessure. Ouais. Donc là, c'est peut-être un contrat qui peut un peu plus t'handicaper. Tu vois, Hartenstein, il faudra discuter de sa prolongation ou Luguensdort. Les deux, ils ont des contrats sur les mêmes dates, même si Dort, il peut négocier cet été. Hartenstein, je crois pas. Je crois que c'est l'été prochain. Mais qui vient de signer, je suis pas sûr qu'on puisse négocier dès cet été. Mais ils ont Hartenstein 26 et Dort 25 ans. Donc si tu mets un peu d'argent sur eux, tu te dis, bon bah oui, ok, on va rentrer dans la seconde apron, financièrement, ça va piquer. Mais on a quand même des joueurs qui, on le voit, contribuent et sont importants pour OKC. On voit que Dort, on le voit depuis un paquet de temps, mais Hartenstein, on le voit depuis son arrivée, OKC a perdu un match. Donc pour le coup, enfin 2 avec l'NBA Cup, mais OKC a quasiment pas perdu de l'année avec Hartenstein, donc tu vois que c'est un joueur qui est quand même important pour ton équipe, et tu te dis qu'il va rester important pendant un paquet d'années. Donc comme dit, tout dépend de comment tu rentres dans la seconde apron. Pareil, c'est pas un truc qui m'inquiète plus que ça, parce que toutes les équipes compétitives doivent casquer. À l'époque, OKC, quand ça jouait le titre, OKC était bien dans la luxury tax, bien comme il fallait, donc et toutes les équipes compétitives le sont, t'es obligé, donc voilà, faut voir comment OKC va négocier cet aspect financier. Comme tu l'as dit, le Thunder a réussi à se créer un peu de marge, un peu de temps pour pouvoir manœuvrer correctement. Mais voilà, tout dépend de ce que va réussir à faire Sam Presti pour conserver le mieux possible le corps que tu as, le mieux construire ton effectif, en te mettant dans le rouge financièrement, mais de manière intelligente, on va dire. Ouais, puis tu as aussi l'aspect... comme tu dis, tu peux te mettre dans la seconde apron comme les Wolves qui avaient 3 joueurs qui prenaient entre 30 et 35% du cap, et tu peux te mettre dans le rouge financièrement comme OKC, où en gros, tu as Shake au Supermax, tu as J-Dub et Chet. Là aussi, ça va être des points d'interrogation. Je pense qu'on aura vite la réponse cet été. Vont-ils prendre les full 25% ou est-ce qu'ils vont faire peut-être une pay cut, peut-être prendre une Desmond Bane, à savoir un 6 millimax avec des bonus qui peuvent leur permettre d'atteindre le max en dehors des All-NBA, bien sûr, parce qu'au NBA, c'est 30%, ou Deepoy pour Chet. Tu peux monter à 30% du cap si jamais tu es Deepoy. Mais voilà, est-ce que ça peut rester... Enfin voilà, il y aura beaucoup de réponses aux questions qu'on peut se poser financièrement dès cet été avec l'extension de ces 2 joueurs-là. Mais en gros, si tu as Shea au Supermax, donc à 35%, J-Dub et Chet à 25%, et qu'autour, tu n'as que des joueurs à 20 millions, j'ai envie de dire, tu es dans une meilleure situation de te mettre dans la seconde apron que ce qu'ont pu être les Wolves, ce qu'ont pu être les Suns, comme on l'a cité auparavant. 3 contrats max, ça marche jamais de toute façon. Tu regardes les trios qui ont gagné des titres, il y a eu des ristournes financières, des trucs comme ça, ou alors une grille salariale qui est organisée, et comme tu l'as dit, du coup, le super max pour Shea, le max ou pas loin pour J-Dub et Chet, et les role-players derrière.
Donc oui, il faut bien aménager ta grille salariale. Donc il faut payer intelligemment. Même si je pense que là aussi, ça viendra pas sans lâcher du lest sur quelques joueurs, potentiellement Isaiah Hartenstein. Mais ça, on verra ça d'ici 1 an et demi. Mais du coup, pour rester sur les questions de trade et pour revenir un petit peu sur un point qui a l'air d'inquiéter un petit peu la fanbase, c'est la cohésion d'équipe en cas de trade. Parce que on a plusieurs questions. Alors, j'ai pas noté les gens qui ont posé la question, mais pour revenir, il me semble que c'était Bebs, puisque ça fait le lien avec la question qu'il nous posait sur Cam Johnson. Mais en gros, est-ce que ça abîmerait pas la cohésion et la philosophie de l'équipe? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier des membres d'une équipe qui est partie sur des rythmes d'une saison à 65 wins avec des blessés? Est-ce qu'on ne devrait pas attendre le retour de Chet et l'intégration de Caruso? Il y a une autre question aussi qui vous dit, vous n'avez pas peur qu'un trade vienne un peu impacter la cohésion d'équipe au vu du bilan et de la compréhension des joueurs? Donc, quel est ton avis, Tom, sur potentiellement le fait qu'un trade où tu lâches Aaron Wiggins qui est très apprécié, Isaiah Joe qui est très apprécié, enfin l'équipe du Thunder est globalement extrêmement soudée. Est-ce que tu penses que toi, ça peut venir potentiellement casser une dynamique? Tout dépend de qui tu trades. Les trades à l'été, moi, ça m'inquiète pas. Tu regardes Boston, ce qu'ils ont fait. Marcus Smart, c'était le mec idolâtré à Boston. Bon, bah, ils l'ont dégagé. Hein. Ils l'ont dégagé de l'équipe et ils sont devenus champions l'année d'après. Donc, c'est quelque chose qui a payé. Et ça a pas cassé la cohésion d'équipe de Boston. Hein. Alors que c'était quand même Marcus Smart au Boston Celtics. C'était quand même quelque chose. Ouais. Donc, moi, sur un trade à l'été, ça m'inquiète pas du tout. En cours de saison, je comprends un peu plus, dans le sens où arriver en playoff avec une bonne dynamique, c'est important. Donc si tu as déjà une bonne dynamique avant la trade deadline, est-ce que ça vaut le coup de la casser? Je peux comprendre tout ça. Après, tout dépend aussi de qui tu trades, dans le sens l'importance dans les résultats collectifs. Tu trades Aaron Wiggins, comme on l'a dit, si on pouvait récupérer un joueur sans lâcher Aaron Wiggins, on serait content, mais Aaron Wiggins, c'est pas non plus un joueur indispensable pour le bon fonctionnement d'équipe d'OKC. Tu trades Luguensdort, là tout de suite c'est un peu plus dur parce que Luguensdort c'est ton meilleur défenseur en l'absence de Chet, c'est lui qui se tape tous les match-ups compliqués. Oui, c'est pote de Shea aussi accessoirement, mais bon après à l'époque à Phoenix, David Booker avait tiré la gueule parce que Tyler Ulis avait été tradé, je crois. Ouais. Bon, après c'est pas le même niveau sur le terrain aussi, mais bon ils ont tradé son meilleur pote, bon ça peut empêcher les Suns après d'avoir un projet qui tenait la route, mais non, tout dépend de l'importance dans l'équipe. Moi, si Aaron Wiggins y part, si on lâche finalement Joe Wiggins de first pour Cam Johnson dont on parlait tout à l'heure, je vais me dire que ça fait un peu beaucoup en termes d'assets, mais ça m'inquiète pas pour la cohésion d'équipe concrètement. C'est pas parce que Gordon Hayward ça s'est mal passé l'an dernier que cette année, si tu fais un trade, ça se passera pareil. Surtout que l'an dernier, ça s'est mal passé pour Gordon Hayward individuellement, mais pour la cohésion d'équipe, ça n'a pas changé grand-chose. D'autant plus que les joueurs que tu as lâchés, Treman, il était apprécié dans le vestiaire, hein, mais bon, sur le terrain, il n'était pas dans la rotation, quoi. Donc pour le coup, non. La cohésion d'équipe, comme dit, si tu lâches pas tes cadres, c'est pas un truc qui m'inquiète spécialement. Ouais, puis je pense qu'il y a un aspect aussi où, en fait, je comprends la réticence que peuvent avoir les gens de se dire, ok, ici, un début de saison régulière absolument historique, c'est le meilleur démarrage de la franchise. Je sais plus, c'est l'un des 30 ou 35 meilleurs démarrages de l'histoire NBA. Tu dis, pourquoi changer? Et je pense qu'on arrive dans une situation où, en fait, tu ne dois pas te contenter de ce que tu as. Parce que oui, ok, ici étant 29-5, ok, le début de saison incroyable, mais tu as quand même des faiblesses qui sont assez évidentes. Je pense que ton objectif, ça doit être on vise le titre. C'est pas juste on gagne 65 matchs en saison régulière. Et en l'état, je suis désolé, hein, avec cette attaque-là, tu gagnes pas le titre. Je le dis, je l'ai déjà dit sur Twitter, je le dis en podcast. Si l'attaque reste à ce niveau-là, tu ne gagneras pas le titre. Tu as besoin soit d'un shooter fiable, soit que les joueurs qui mettaient dedans l'an dernier retrouvent leur rapport à 3 points, les Alex Caruso, les Kayson Wallace ou potentiellement les Isaiah Joe. Mais en l'état, et là ça commence à faire 35 matchs, donc on commence à avoir un gros échantillon sur le fait que OKC cette année n'est pas une bonne équipe à 3 points, en l'état tu ne gagneras pas le titre. Donc oui, potentiellement ça peut être embêtant parce que tu te dis oh mince, Aaron Wiggins, voilà, quand il gagne le match quasiment tout seul comme un grand face aux Knicks, il y a tout le monde qui lui saute dessus. Mais je pense que, tu vois, ça me fait penser un peu à ce qu'avait pu faire Toronto au moment où ils échangent, au moment où ils récupèrent Marc Gasol en échangeant, il me semble que c'est Valanciunas qu'ils échangent en cours de saison. Alors, en tout cas, au moment où on récupère Marc Gasol, c'est une équipe qui se dit, OK, on est, je sais plus, ils doivent être deuxième à ce moment-là de la conférence Est. Il y a des équipes qui se renforcent. Vas-y, on n'est pas satisfait pour l'instant de ce qu'on fait.
on va faire un trade en cours de saison qui va ajouter la dernière pièce. Honnêtement, Cam Johnson, pour avoir un peu écouté, après je sais pas comment il est dans un vestiaire, mais pour avoir un petit peu écouté ce qu'il a pu dire en podcast, il est très intelligent, c'est un joueur qui est super à écouter en podcast. Ça n'a pas l'air d'être un mauvais garçon, ça n'a pas l'air d'être un fouteur de troubles dans le vestiaire. Enfin, moi j'ai aucun doute sur le fait que contrairement à Gordon Hayward qui est resté un petit peu dans son coin, contrairement à Danilo Gallinari dans la bulle aussi qui m'avait semblé totalement déconnecté du reste de l'effectif, moi j'ai aucun doute sur le fait que Cam Johnson va s'intégrer. Et comme tu l'as dit, vas-y, s'il joue, il joue quoi? Il joue 28 minutes à tout péter. Je pense pas qu'il va venir tout modifier et complètement casser une dynamique. Non, et puis comme tu l'as dit, Cam Johnson, enfin de ce qu'on voit de l'extérieur, alors après c'est dur quand on n'a pas les insides et tout, mais à Brooklyn ça a l'air de bien se passer, alors qu'un joueur comme lui, je pense qu'il a envie d'être dans une équipe compétitive et de gagner des matchs, donc c'est peut-être pas le type d'équipe dans lequel il souhaiterait être, mais ça a l'air de plutôt bien se passer avec ses coéquipiers. Et tu regardes aux Suns où le vestiaire en lui-même était un peu un peu explosif. Il y a deux mecs dont on parlait pas plus que ça comme problème à Phoenix, c'était Michael Bridges et Cam Johnson. Hein. C'est des mecs qui avaient l'air de bien se fondre dans le collectif, qui ont apporté un vrai plus à Phoenix pour aller jusqu'en finale NBA. Donc pour le coup, ouais, non, je pense qu'en termes d'attitude, ça a pas l'air en tout cas d'être quelqu'un de problématique. Donc ouais, non, de toute façon, tu l'as dit, Toronto, c'est un bon exemple de ça. Il y a toutes les équipes compétitives bougent à la deadline quasiment et viennent faire des gros trades. Et surtout, le problème qu'on cible en priorité, donc le manque de shoot, c'est un truc qu'on cible depuis un paquet de temps quand même déjà. On l'a vu l'an dernier en régulière, tous les role-players rentrent tous leurs tirs, donc c'était pas un problème qu'on ciblait en priorité, mais en playoff contre Dallas, c'est typiquement ce qui nous a fait perdre. C'est qu'il n'y a aucun role-player qui a rentré ses tirs. Cet été, on parlait, on se disait, ok, Isaiah Joe, par exemple, faut qu'il prenne plus de tirs, plus de volume, qu'on ait ces joueurs-là qui soient capables d'assumer un gros volume à 3 points et d'être des vrais dangers à ce niveau-là, même à niveau playoff. Pour l'instant, de ce qu'on voit dans la saison régulière, c'est pas du tout le cas. Isaiah Joe, il prend plus de tirs, mais il rentre plus ses tirs concrètement. Et les role-players qui à côté rentraient leurs tirs l'an dernier, ils les rendent plus. Quasiment aucun role-player. Il y a quoi? Il y a Kenrich, il y a AJ Mitchell, des mecs qui prennent assez peu de tirs, et Lugensdort qui a 40%. Ça ok, mais oui, on a ce manque de shoot depuis les playoffs de l'an dernier contre Dallas, donc c'est un problème qui commence à remonter. Donc c'est vrai qu'OKC là est exceptionnel en saison régulière, mais l'objectif c'est pas d'être first seed, hein, c'est de gagner la bague à la fin. Donc pour le coup, oui, je suis tout d'accord avec toi. C'est casser l'effectif entre guillemets tant que tu casses pas les cadres. Donc Shea, J-Dub, Chet, Lugensdort. En gros, c'est ça hein, le quatuor que t'as pas envie de bouger. Et peut-être Isaiah Hartenstein parce qu'il t'apporte quand même un truc différent dont tu avais besoin et où tu te dis ouais non quand même Isaiah Hartenstein en playoff il va être super utile. Hormis ces 5 là, c'est à quel point j'adore Cason Wallace, mais bon s'il faut lâcher Cason Wallace pour apporter du shoot, c'est pas déconnant comme idée. C'est pas on aura une perte, hein, et c'est pas le joueur que je lâche en priorité, surtout qu'il a un contrat rookie, donc pour matcher les contrats, c'est pas évident. Mais il faut faire des choix forts et des sacrifices par moment pour progresser et aller chercher une bague au bout. Donc ouais, le fait qu'on fasse un début de saison historique, t'as pas trop envie de bouger, mais c'est peut-être nécessaire quand tu cibles un problème précis et c'est le cas d'OKC actuellement depuis les playoffs de l'an dernier. Donc, ouais, dans l'idée. Dans l'idée et dans l'idéal surtout, il faudrait que ce soit en gros ton starting 5 plus potentiellement Caruso, Hartenstein. En gros, il faudrait que tu aies une rotation à 8-9 en playoff où tu as Chet, Shea, J-Dub, Lugensdort. Il m'en manque un. Attends, je vais faire par poste, ça va être plus simple. Où tu as Shea, Lou Dort, J-Dub, Chet, Hartenstein, Caruso, Cason Wallace, Cam Johnson, potentiellement Aaron Wiggins et Kenrich Williams. En gros, ce serait ta rotation un peu idéale en playoff où tu aurais, allez, 7-8 joueurs où tu peux être sûr que tu donnes 25 minutes en playoff. Et je trouve que tu n'as pas encore ça du côté d'OKC. Tu n'es pas sûr que tu peux donner 25 minutes à Aaron Wiggins. Tu n'es pas sûr que tu puisses donner 25 minutes à Isaiah Joe. Ah, mais l'an dernier, on a vu qu'on pouvait pas, surtout. Donc, Cason Wallace, c'est peut-être pas le meilleur exemple dans le sens où c'est celui qui match le mieux dans le 5 majeur. Donc, c'est un joueur qui a pris de l'importance quand même. Je suis pas sûr. Dans l'effectif. Quand Chet va revenir, je suis pas sûr. Ah oui, quand Chet va revenir, c'est encore autre chose. Mais en l'état, disons que quand Chet va revenir, on va se dire soit Hartenstein sort du banc, soit le 5 majeur, t'as Chet Hartenstein et ça marche super bien. Et dans ce cas-là, oui, Cason Wallace, il sort du banc. Mais effectivement, en l'état, si tu joues qu'avec un seul intérieur, Cason Wallace, c'est le meilleur profil de ce qu'on a vu dans le 5 majeur. Bon, AJ Mitchell a été super en tant que starter, mais on a vu un match. Donc on va peut-être pas s'avancer là-dessus. Mais tu vois, Isaiah Joe ou Aaron Wiggins, ça match un peu moins avec dans le 5 majeur avec les besoins d'OKC. Donc oui, c'est peut-être pas le meilleur exemple Cason Wallace, mais
Mais enfin, tout ça pour dire que quand tu es contender, quand tu cibles un besoin prioritaire, comme c'est le cas à côté d'OKC, même si tu es parti pour faire quasiment 70 victoires, hein, si on projette la saison d'OKC, donc c'est une saison complètement dingue en termes au niveau saison régulière, même dans ce cas-là, l'objectif c'est de gagner la bague au bout, et 70 victoires si tu sors en mid-conf, c'est pas une bonne saison au final. Donc, pas 70. Mais coup, on déjà, les aura pas. Mais... essayons les 60 déjà, ce qui serait un record de franchise égalé. Après, on verra. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Tu arrives à un moment où faut pas être frileux. Et encore une fois, je l'avais dit quand on avait fait le post-mortem chez Duck Hebdo, faut arrêter d'être sentimental. Faut être très honnête, faut arrêter d'être sentimental. Tu arrives à un niveau où faut prendre des décisions qui sont du business, et ça reste un business. Et si tu dois lâcher Isaiah Joe ou Aaron Wiggins pour Cam Johnson, tant pis, tu lâches, et ça fera moins de joueurs pour aboyer sur les confs de presse avec Nick Gallo. Et du coup, on va passer sur... Michael Bridges, je finis juste là-dessus, Michael Bridges l'avait très bien dit quand il s'est fait trader aux Nets pour Kevin Durant. Hein. Il a dit, moi-même, je me serais transféré pour Kevin Durant, hein, concrètement. Bien sûr. Même les joueurs, ils sont conscients que c'est un business. Hein, donc, ça leur a pas forcément porté chance. Mais bref, ça c'est une autre question. Mais on va passer à un autre point où vous nous avez posé beaucoup de questions. C'est les questions qui concernent l'effectif et qui sont, j'ai envie de dire, relatives aux playoffs, puisque évidemment, c'est un peu l'objectif, c'est un peu la crainte ou l'attente que les fans de KC peuvent avoir. Justement, la première question de Pasta Garnou, Tom, t'en as un tout petit peu parlé en filigrane là, juste avant. Est-ce que les limites de l'an dernier en playoff, notamment la capacité à rentrer des trois d'un côté et à assurer le rebond de l'autre, ne vont pas de nouveau se retranscrire en post-season? Tom, je vais te lancer sur cette question-là. Question en deux parties. Il y a la première où j'ai envie de dire oui et la deuxième où j'ai envie de dire non. Toi, qu'est-ce que tu penses toi, de cette problématique des 3 points, des rebonds qui, on va être très honnête, a fait beaucoup de mal à OKC l'an dernier, même plus les 3 points que les rebonds, j'ai envie de dire. Ouais, mais les rebonds, c'était surtout que c'était une match-up particulière face aux Mavs. Tu vois, Gafford Lively, c'est des profils qui n'étaient pas évidents à négocier pour OKC. Mais et PJ Washington aussi. Hein. Bon, on parle tout le temps de PJ Washington, on en fait des cauchemars, mais en même temps, c'était typiquement le profil qui nous faisait chier contre Dallas. Donc pour le coup, il a même rentré tous ses 3 points pour la seule série de sa campagne. Donc bon, il nous a vraiment fait mal. Mais oui, concernant les 3 points, on en a déjà pas mal parlé. Mais oui, pour moi, c'est le souci prioritaire. Les rebonds, quand tu vois l'arrivée d'Hartenstein, quand même, il est vachement utile là-dessus. Enfin, OKC a quand même pas mal de... Enfin, à moins de problèmes au rebond, ça sera jamais une équipe qui prendra, qui sera top 10 rebond NBA, hein, OKC, mais avec Hartenstein, tu arrives à plutôt bien rivaliser dans ce domaine-là et à limiter la casse. Là où le tir à 3 points, là on en a parlé, là c'est ce souci-là qu'on cible depuis tout à l'heure. Mais oui, moi j'ai la crainte qu'on arrive en playoff et que les équipes escoutent OKC. Game 1, ils essayent de jauger un peu. OKC gagne de 15 ou de 20, comme ça s'est passé contre Dallas, par exemple. Et Game 2, ils se disent, on va laisser des mecs ouverts. Cason Wallace, je sais pas, Caruso, des mecs comme ça. Et on va peut-être laisser Lugensdort ouvert. Bon, ça, c'est peut-être pas la pire des nouvelles au vu des saisons qu'ils nous envoient. Mais s'ils commencent à scouter et à se dire, OK, on va laisser des role-players ouverts qui font pas des bonnes saisons au tir et on va miser là-dessus pour enrayer l'attaque d'OKC, moi, j'ai la crainte que ce soit une tactique qui fonctionne pour le coup. Et qu'un Cason Wallace, il fasse comme l'an dernier, qui rentre pas ses tirs, Caruso qui rentre pas ses tirs non plus, et que l'attaque d'OKC se retrouve avec des mecs qui se retrouvent à attaquer des mecs qui surchargent la raquette et où Shea, J-Dub, etc. peuvent pas s'exprimer à leur plein potentiel parce que les role-players autour handicapent l'attaque d'OKC entre guillemets. Donc oui, moi c'est ma crainte prioritaire, c'est pour ça qu'on parle d'un trade depuis tout à l'heure, c'est que c'est le besoin prioritaire d'OKC et que si tu as un shooter à gros volume, les équipes en face elles vont avoir beaucoup plus de difficultés quand même à laisser des mecs ouverts et à essayer de venir doubler tes joueurs prioritaires. Tu ajoutes un shooter à gros volume, tu as besoin de points, tu le mets sur le terrain qui t'a sacrifié un peu de défense, mais au moins tu sais que tu auras un mec très dangereux et que tes leaders auront de l'espace pour manœuvrer et pour amener leurs 30, 40 points, savoir ce dont tu as besoin à ce moment-là, avoir leur forme. Mais oui, pour moi, le tir, c'est un vrai problème. Le rebond, pas trop, mais le tir, oui, c'est un vrai souci en vue des playoffs et j'ai un peu de crainte par rapport à ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça rejoint une question de Bells Mehdi qui nous demandait peut-on réellement être champion avec une mauvaise équipe à 3 points? La réponse est non. Puisque, alors je suis pas allé rechercher en termes de pourcentage à 3 points, mais en gros, ici à l'EFG, c'est le pourcentage au tir, mais où le 3 points est remis à sa juste valeur par rapport au simple pourcentage au tir. KFC est 14e ou 13e de NBA actuellement. Les deux seules équipes depuis 2003-2004, donc ça fait plus de 20 ans, qui ont été championnes avec un EFG en dessous du top 7. Hein. Je dis même pas le top 10, je dis le top 7.
ce sont les Lakers de 2010. Forcément, il y a Kobe, donc pour le FG, ça casse un peu l'efficacité. Et c'est les Pistons de 2003-2004, et qui est la meilleure défense ever. Donc, c'est un petit peu problématique. On ne peut pas trop se baser sur ces équipes-là pour dire, vous avez vu, il y a un scénario, on gagne. Donc, pour moi, non. On ne peut pas être champion avec une mauvaise équipe à 3 points. Et je pense aussi, comme tu l'as dit, le fait que tu vois, par exemple, le second carton face aux Knicks, là, cette nuit, il tente 5 ou 6 tirs, qui sont des tirs rushés, hein, où il se fait contrer, où il envoie une brique. Ok, c'est des mauvais tirs. Par contre, il y a 4 joueurs qui sont sur lui. Parce que les Knicks n'ont pas peur des shooters extérieurs. Ils n'ont pas peur des kick-outs. Et Dallas avait déjà fait ça avec Josh Giddey. Il y a plusieurs équipes qui ont retenté ça avec Cason Wallace. Alex Caruso, c'est pareil, il n'est pas défendu. Il n'y a pas de respectabilité. Et comme tu l'as dit, si tu ajoutes un shooter réputé comme Cam Johnson, tu peux avoir un niveau de respectabilité, mais en l'état, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'au niveau des rebonds, Hartenstein, même si son temps de jeu va être plus bas et que tu galères quand même au rebond quand il n'est pas là, c'est toujours, tu reviens un petit peu dans les situations où quand il n'est pas là, c'est vraiment difficile de prendre le rebond défensif. Et ben, je pense qu'au rebond, ça va aller. Par contre, cette problématique du 3 points, elle va être encore plus présente que l'an dernier, j'ai envie de te dire, même puisque potentiellement tu peux avoir des line-up où tu viens associer Chet et Isaiah Hartenstein. Et du coup, si Chet n'est pas dedans, tu n'as aucun spacing. En fait, tu n'as plus rien du tout. Donc, moi, je serais prudent sur ça. Et ouais, pour moi, tu ne peux pas être champion avec une mauvaise adresse à 3 points. Et surtout, je pense qu'en l'état, le 3 points et la respectabilité des shooters est encore un problème à OKC au moment de l'arrivée en campagne de post-season pour la saison à venir. Ouais, et puis surtout les Pistons 2003-2004, tu vois, on pourrait essayer de se comparer en disant bah on a une défense de ouf, ils ont réussi à le faire aussi. Ils étaient un peu obligés d'utiliser cette méthode-là parce qu'ils n'avaient pas de superstar offensive. Non. Là où à OKC, tu peux te permettre, ta construction d'équipe ne te force pas à appuyer sur un aspect du terrain plutôt que l'autre. Je m'explique, Détroit à l'époque, ils pouvaient pas être une attaque élite parce qu'ils n'avaient pas le talent individuel pour le faire. Par contre, ils ont été à fond sur la défense et ça a payé. Denver, quand ils gagnent le titre, ta structure d'équipe, c'est Nikola Jokic, Jamal Murray. Bah, les deux, c'est pas des défenseurs exceptionnels. Donc, tu peux pas créer une top défense avec un duo comme ça. Mais vu que c'est ta structure d'équipe et que c'est des mecs, Jokic, offensivement, alors on connaît, mais Jamal Murray, en playoff, il a été énorme offensivement. Bah, tu peux appuyer là-dessus et te dire, on va être une attaque tellement dingue qu'on n'a pas besoin d'être une top défense pour remporter le titre. Ok, ici, il n'y a pas ce souci-là, entre guillemets, parce que bah, ton attaque, elle repose sur Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander, il est top MVP, minimum. C'est peut-être top 2, top 1, vous mettez où vous voulez, mais il est avec Jokic et Giannis, quoi. Jalen Williams, c'est un mec qui est talentueux offensivement, même si on en parlera, c'est un peu décevant en ce moment, mais c'est un mec quand même qui est talentueux offensivement. Et surtout, ces deux mecs-là sur lesquels tu construis, plus Chet Holmgren, plus Lugensdort, les mecs qui défendent fort, quoi. Donc dans tous les cas, on sait qu'OKC, ça passera par une top défense pour gagner un titre, mais tu as les deux aspects du terrain avec tes joueurs majeurs. Donc, tu te dois, je pense, de développer ces deux aspects du terrain et d'être élite dans un domaine, mais au moins fort dans l'autre domaine. Et dans ce cas-là, il faut apporter du shoot parce que c'est le souci d'OKC en ce moment, parce que OKC n'est pas une mauvaise attaque dans l'absolu. Hein. OKC, ça sanctionne au panier et tout. Le ballon circule bien. Enfin voilà, il y a des bonnes choses offensivement côté d'OKC, mais le tir à 3 points handicape l'attaque d'OKC. Et tu sais que si tu arrives à régler ce problème-là, en arrivant à pas trop sacrifier de défense, à le sacrifier un petit peu, mais à garder un top niveau défensif, bah là, à ce moment-là, OKC, oui, c'est un favori pour le titre, hein, concrètement. Et là, oui, le Thunder peut clairement être champion. Là où je suis, pareil, plutôt d'accord avec toi, je vois pas OKC gagner le titre cette année si les problèmes au tir persistent et que tu fais pas de modification à ce sujet-là. Je suis d'accord. Mais pourquoi OKC est une bonne attaque? Pourquoi OKC est dans le top 10 des attaques? C'est très simple. Parce que tu perds pas la balle, en fait. Donc, en termes à l'EFG, tu es moins bon que les top attaques, mais comme tu perds moins de ballons, bah, tu as plus de possessions qui vont se finir par un tir, donc ton point par possession est meilleur. Tout simplement. Et tu crées beaucoup de transitions. Ton attaque elle repose beaucoup aussi sur des pertes de balles que tu provoques en défense. Et du coup, bah, de la transition, tu arrives à 3 contre 1 avec J-Dub, voilà, je sais pas qui tu mets, et Shai. Ah, souvent, c'est panier. Donc, c'est des paniers assez faciles, entre guillemets. Ouais, quand bien même. Ouais, vas-y. Non, mais quand bien même OKC, il me semble, n'est pas une très bonne attaque de transition en plus. Mais comme tu en joues beaucoup, si tu es en points par transition, si tu es 8e, je dis des bêtises, tu es 8e en points par transition, mais enfin, points par possession sur le jeu de transition. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va être difficile et ça nous amène à deux questions qui sont un peu en lien, que j'appellerais les questions de J-Dub. Puisqu'on a une première question de Kevo Thunder qui dit: on vit une saison magnifique pour le moment. Défensivement, cette équipe est terrifiante, sans Chet en plus.
Néanmoins, lâcher dépendance en attaque ne vous fait-elle pas peur en vue des playoffs? Merci pour votre taf au quotidien, merci à toi. Et une autre question de Jax Reed. Est-ce que vous avez confiance en la capacité de J-Dub à assumer son rôle de deuxième option offensive en playoff dans les grosses confrontations? On va être très honnête, c'est pas le meilleur stretch de J-Dub, loin de là. On en avait déjà parlé quand on avait fait l'épisode où on revenait sur le In-Season Tournament. J-Dub était quand même assez catastrophique. On va pas dire que le book s'est amélioré sur les derniers matchs. Il y a des situations où voilà, J-Dub il rush ses tirs. La relation avec Isaiah Hartenstein commence à se faire attendre. J'ai l'impression que c'était mieux au début que ce que ça n'est actuellement. Enfin, il y a beaucoup de situations, je trouve, où J-Dub, soit il n'est pas dans le bon tempo, soit il est frustré parce qu'il n'a pas les calls. Enfin, voilà. Et on l'a vu l'an dernier face à Dallas, il avait été en galère complet pour se créer son tir. Enfin, vraiment, il avait été d'une inefficacité assez cata. Donc, pour moi, oui, tu es dans une situation où cette année, plus que l'an dernier, tu as une équipe qui est très forte défensivement et en attaque, c'est vas-y, fais ce que tu peux parce que nous, on n'y arrive pas. Donc, est-ce que moi, personnellement, après, Top, je te laisserai répondre, mais pour l'instant, je n'ai pas confiance en la capacité de J-Dub à assumer son rôle de deuxième option en playoff parce qu'on ne l'a pas vu. Donc, moi, j'attends de voir un truc. Enfin, j'ai besoin qu'un truc se produise pour que je puisse le confirmer. Et même là, sur la saison régulière, il a déjà du mal. Enfin, il est en dessous de l'efficacité moyenne en NBA, alors que l'an dernier, il était à 108 de true shooting plus. Je pense que, comme on avait dit l'an dernier, le fait que c'était le deuxième meilleur shotmaker, enfin, il avait le deuxième meilleur EFG sur les pull-ups l'an dernier. En gros, c'était le deuxième meilleur shotmaker de toute la NBA. Ça n'allait pas se reproduire. Bah, cette année, il est dans un range un peu plus humain, on va dire, au niveau de son shotmaking. Eh ben, il met moins d'ordre. Donc, en l'état, non, je ne crois pas à la capacité de J-Dub d'être une deuxième option fiable. Et du coup, lâcher dépendance me fait très peur parce que j'ai l'impression qu'on revient sur une situation qui était la situation face à Dallas où, en gros, tu vas avoir Shea qui va être extraordinaire et à côté, tu vas rien avoir. Ouais, non, on est sur de lâcher dépendance. Moi, là où je suis d'accord avec toi, c'est tant qu'on l'a pas vu en playoff, on peut pas être sûr à 100% que J-Dub soit capable de le faire. Je suis un peu moins négatif là-dessus, dans le sens où sur le début de saison, quand même, J-Dub était fort, vraiment fort pour le coup. Là, il est sur un stretch de peut-être 10-15 matchs où c'est pas ça, concrètement. Ça date d'un petit peu avant la NBA Cup. Mais ce qui m'embête, moi, c'est quand J-Dub ne rentre pas ses tirs, mais qu'il les tente pas. Là où la NBA Cup, il en tentait 20 par match, bah, il les rentrait pas, mais au moins, il prenait ses responsabilités. C'était lui la deuxième option. On le voyait quand même sur le terrain. Il y a des matchs où, tu vois, le match contre les Knicks qu'on vient de voir, typiquement, la première mi-temps, c'est ça. La première mi-temps, il est pas là. Il est invisible. Et c'est con parce que la deuxième mi-temps, elle est bonne de J-Dub. Il fait un gros début de quatrième quart. Le début de quatrième quart où il faut 6 points, son énorme dunk là, en pleine course. Enfin, il lance une dynamique côté d'OKC et après le Thunder roule sur les Knicks pendant le quatrième quart. Bon, avec un Wiggins lunaire aussi, mais c'est J-Dub qui a quand même impulsé ça. Donc c'est con, tu vois, qu'en première mi-temps, on le voit pas beaucoup sur le terrain. L'attaque d'OKC a galéré en plus, parce que Shea était pas forcément dans un grand soir non plus, parce qu'il était quand même bien défendu. Les role-players n'étaient pas spécialement exceptionnels non plus à côté, mais t'avais besoin d'un J-Dub qui produise, et il le faisait pas sur la première mi-temps. C'est con de voir ça, alors qu'en seconde mi-temps, tu vois qu'il en est tout à fait capable. Donc c'est pour ça que je suis pas totalement négatif. On a vu, pour moi, sur de la régulière, du J-Dub deuxième option fort. Juste là, on n'est pas sur un bon stretch. Et là où ça m'inquiète un peu moins, c'est que j'ai l'impression qu'il essaye d'un peu adapter son jeu, dans le sens où on le voit peut-être moins prendre de mi-distance, mais récemment, il est par exemple plus agressif au panier. Ouais. J'aime bien, il met plus de pression au cercle, ce qui était un truc qu'on pouvait lui reprocher, notamment pour la provocation de faute. La provocation de faute, elle est toujours pas là, mais au moins, il essaye de mettre plus de pression au cercle. En début de saison, il essaie de prendre plus de 3 points. J'ai l'impression que J-Dub essaye d'adapter son jeu pour avoir la contribution la plus optimale dans l'attaque de KC. Moi, là où ça pourra commencer à m'inquiéter, c'est si on sort du All-Star Break et les premiers matchs, on voit que J-Dub, ça évolue pas et qu'il galère toujours et qu'il prend pas trop de mi-distance, qu'il y a des fois, il se cache un peu. Cette période où tu commences à vouloir avoir un rythme pour les playoffs, une bonne dynamique, si J-Dub augmente pas son volume de tir, notamment de mi-distance et d'autocréation, là, ça commencera à m'inquiéter. Pour l'instant, j'attends de voir. Je dis pas que je suis positif ou négatif, je me dis juste que de ce qu'on voit en globalité, c'est pas une seconde option d'équipe qui remporte le titre, mais on a des séquences qui nous font dire qu'il en est capable dans l'absolu. Donc, je suis plutôt mitigé. C'est un peu une réponse 50-50, mais je suis un peu mitigé sur la question et surtout, j'attends de voir quand OKC aura besoin d'une vraie dynamique si J-Dub est capable de l'amener. Ouais, et puis surtout, enfin, sur la provocation de lancer, je suis d'accord avec toi, mais en fait, le problème,
de J-Dub, c'est qu'il faudrait qu'il regarde chez, en fait, pour savoir comment on provoque des lancers. Parce que J-Dub, il souffre quand il va au cercle, il souffre un peu du même syndrome que Lou Dort. C'est des drives pleine balle, sans changement de rythme, sans rien. Et quand tu arrives pleine bourre et que tu sens pas être complètement en contrôle de ton corps au moment du drive, les arbitres vont moins être sujets à te siffler la faute que chez qui paraît toujours en contrôle. Il y a des changements de rythme, il y a des décélérations, il y a des réaccélérations pour chez quand il drive. J-Dub, il n'y a pas ça. Pour moi, il fait des drives d'ahurie comme Lou Dort. Alors, soit il finit, enfin, soit il commence à tout écraser sur ses drives parce qu'il est capable de le faire avec ses qualités athlétiques, ce qu'il ne fait pas actuellement. Donc, il arrête d'être dans l'évitement. Là, ok, il va être peut-être plus efficace. Soit il prend exemple sur Shea et de 1, il maîtrise mieux son corps et de 2, il change de rythme. Il faut qu'il y ait des changements. Quand tu arrives lancer pleine balle, les refs vont moins te donner des lancers. Donc, ouais, je trouve que J-Dub, il est vraiment dans une phase assez critique dans son jeu offensif. Et tu vois, Tom, tu disais, on a vu des bribes de J-Dub en tant que deuxième option. On en a plus vu l'an dernier que ce qu'on a vu cette année. C'est ça qui me pose un petit peu. Bon, après, l'an dernier, il avait une efficacité tellement dingue Oui. que, tu vois, là, cette année, il a pas ce niveau d'efficacité, mais il y a quand même des moments où tu te dis, la seconde mi-temps face aux Knicks, où tu te dis, ouais, quand même, là, J-Dub, c'est niveau All-Star. Ouais, il est capable de produire, il est capable de porter l'attaque d'OKC, même quand Shea est sur le banc, tu vois. Tu vois, des séquences où tu te dis, ok, il en est capable. Par contre, je suis assez d'accord avec toi sur la provocation de faute, il faut qu'il fasse autre chose. Et ça me fait penser, je le vois quasiment pas faire de fake. Tu vois, de fake son tir. Tu sais quand il va tirer. Il est lisible pour la défense, en fait. Donc, c'est un aspect sur lequel il doit s'améliorer. Et oui, comme tu dis, soit il est plus technique, entre guillemets, plus en contrôle comme Shea, soit, et je pense que J-Dub serait plus apte à faire ça, il écrabouille tout le monde et il mise sur son côté athlétique parce que c'est quand même un sacré athlète, J-Dub, donc c'est pas normal qu'il provoque 3 lancers par match. C'est un mec qui doit laminer les protecteurs de cercle adverse et les bouger, quoi. Donc ouais, il y a du progrès à faire de ce côté-là, mais oui, comme dit, je suis 50-50 sur la question, j'attends de me prononcer un peu plus tard dans la saison de voir plus tard dans la saison pour prononcer. Du coup, si on n'est pas confiant sur l'autocréation de J-Dub, peut-être qu'on peut passer par d'autres chemins pour essayer de gagner, d'où la question de Oli Newcomers, qui vous dit, selon vous, est-ce que les nouveaux apports en passing d'Hartenstein et le relatif apport en playmaking de Caruso et Jay Mitchell pourront compenser les manques aperçus en playoff face aux Mavs, création de shoot, spacing en partie? Non. Je pense que une des problématiques face à Dallas, c'était le fait que tu ne pouvais pas renverser le jeu. Tu n'avais aucun joueur qui était capable de renverser le jeu via une passe. Tu n'avais pas de passe qui transperçait les défenses, tu avais juste des passes d'urgence. Isaiah Hartenstein est potentiellement capable de faire ça avec son hand-off, où il peut faire un dribble hand-off avec, je sais pas, Shea ou J-Dub, poser un écran et du coup créer une petite séparation. Après, le playmaking de Caruso ou DJ Mitchell, je pense que ce ne sera pas suffisant en playoff, mais on est dans une situation, selon moi, où la passe sera toujours, enfin, la capacité de création via une passe sera toujours moins facile à valoriser, sera toujours moins valuable que la capacité à s'auto-créer son tir. Après, sur le spacing, si les joueurs ne mettent pas dedans, tu peux avoir un meilleur playmaking, les joueurs ne mettront toujours pas dedans à 3 points. Donc, en l'état, je pense que ça peut aider, mais je ne sais pas ce que tu en penses, Tom, ça ne doit être qu'un maillon supplémentaire dans le rouage pour que OKC gagne le titre. C'est-à-dire que tu dois avoir ça, mais tu ne peux avoir que ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de répondre oui mais non à cette question. Oui, dans le sens où, on en a parlé un peu plus tôt, mais ce côté troisième créateur, on n'a pas le troisième créateur à OKC, mais je trouve que le fait d'avoir de la variété par rapport à ça, ça peut permettre de compenser ça. Tu l'as dit, les dribble hand-off d'Hartenstein, franchement, il y a des fois, c'est un cheat code, quoi. Le mec, il pose l'écran, il fait la passe, le joueur qui récupère la balle, qui est souvent Isaiah Joe, donc il rentre pas son tir, du coup, mais il a un espace quand même pour prendre son tir ou pour driver qui est hallucinant, quoi. Donc ça, plus, comme tu l'as dit, Caruso et Jay Mitchell, même Cason Wallace, comme tu disais, il y a un peu de progrès au playmaking quand même au fur et à mesure de la saison. C'est des choses qui peuvent te permettre d'apporter un peu de passing et de mouvement de balle et de pallier un peu ce manque de troisième créateur fort que tu n'as pas, mais que tu peux avoir collectivement. En fait, le troisième créateur, c'est le collectif. Ça fait une phrase un peu bateau, mais c'est un peu ça l'idée. Par contre, là où je dis oui mais non, c'est que tu auras toujours ce souci de second créateur. Et que le second créateur, il faut que ça passe par une individualité. Parce que les deux créateurs prioritaires d'une équipe, c'est des mecs qui sont des dangers offensifs tellement forts, qui ramènent la défense sur eux et donc qui laissent des mecs ouverts, qui créent de l'espace rien que par leur présence et leur danger au scoring. Donc Shea, bon, évidemment qu'il en est capable,
Chez son passing, il vient exclusivement de ça. Hein. C'est le fait qu'il a plus de 30 points de moyenne et que les défenses, quand ils doivent attaquer le cercle, ils font caca culotte, hein, concrètement. Mais ça passera surtout par un J-Dub plus performant. Là, on en revient à Jalen Williams. Mais si J-Dub arrive à être un gros danger offensif, bah, les défenses vont naturellement monter sur lui. Et en plus, J-Dub, il a un meilleur playmaking que Shea. On l'a vu, la relation pick and roll, ce genre de choses, il maîtrise mieux. C'est un vrai bon passeur, Jalen Williams. Donc, s'il arrive à être un danger au scoring, là, pour le coup, on aura notre second créateur. Et là, oui, l'attaque d'OKC va être très, très dur à arrêter. Même si, bah, comme on l'a dit déjà dans ce podcast, mais il faudra que les roleplayers rentrent leur tir aussi. Forcément, si t'as des roleplayers à 25%, ça casse un peu le délire. Mais oui, le playmaking, il passe surtout par le second créateur. Le côté collectif, je trouve que oui, ça apporte beaucoup sur la capacité de création à côté de tes superstars. Enfin, de tes stars, pour le coup. Ouais, je suis d'accord. Mais tiens, en parlant de role-player, on a une autre question de Daikris. Kenrich revient à son meilleur niveau. Peut-il espérer être de la rotation en playoff? Est-ce qu'on peut revoir le vieux père Kenrich être enfin valuable en playoff? C'est vrai que là, sur ce début de saison, c'est quand même un des rares joueurs positifs en sortie. Moi, je dis oui. Je dis oui parce que l'an dernier, il a joué un peu en playoff, mais il était décevant. Mais notamment parce qu'on sentait que physiquement, il n'était pas au top. Là, Kenrich Williams, je vais le dire à chaque fois qu'on en parle, mais les monotes Kenrich Williams, je m'y attendais pas du tout. J'étais le seul qui ne le mettait pas dans sa rotation parce que pour moi, il était fini, il était cuit physiquement. Là, il est en pleine forme, quoi. Il est en pleine forme, il bondit pour aller contrer des mecs, il se jette sur les ballons. il est super, Kenrich Williams, c'est exactement ce qu'on attend. Et si on a ce Kenrich Williams en playoff, qui est dans cette forme physique, bah, le joueur, c'est un bon joueur de basket. Il va être capable de rentrer des tirs, il va être capable de jouer ce rôle de connecteur, entre guillemets, de fluidifier le mouvement de balle collectif, même si c'est pas lui qui va apporter du playmaking à proprement parler, mais il va trouver les bonnes passes, les bons plays au bon moment. Il va être capable de contribuer défensivement. Il va être capable sur de courtes séquences. Et si OKC a envie de passer small ball, bah, tu peux mettre Kenrich Williams. Et comme tu disais, quand Hartenstein sort, OKC a des galères au rebond. Mais quand c'est Kenrich Williams son 5, la contrepartie, c'est que par contre, tu as plus de spacing et qu'offensivement, tu fous un peu plus le bordel dans la défense adverse. Donc ouais, Kenrich Williams, pardon, s'il est en forme physique, moi je le vois bien dans la rotation, dans une rotation de playoff potentiellement. Tout dépend du nombre de joueurs qui jouent. Mais si tu fais un 8+1 à voir si tu l'inclus dedans, c'est peut-être lui la 9e option, tu vois, le 9e joueur que tu tentes de temps en temps et qui est utile. Ouais, je suis pas sûr que ce soit enfin, je suis pas sûr que la rotation de Mark Denlow soit un 8+1 en playoff, parce que ce sera un 10+1 en playoff. Du coup, oui, ça il peut va être réduire à un moment donné quand même. Mais ouais, bah, il passe de 12 à 10, voilà. Non, mais je pense que, comme tu l'as dit, il est assez satisfaisant. Après, on va voir s'il tient sur toute la durée d'une saison régulière aussi, si le corps suit. Parce que là, ça fait que, entre guillemets, 24 matchs. Donc, on va voir sur, peut-être, je sais pas, s'il venait en jeu, j'en sais rien, moi, 60, tu vois, voir sur l'intégralité si il est toujours à ce niveau-là. Est-ce que physiquement, ça tient toujours autant la route? C'est parce qu'il a eu un peu de repos durant l'été, plus l'opération. Mais oui, en l'état, je vois pas de contre-indication ou de contre-argument, entre guillemets, qui pourrait dire bah non, Kenrich n'a pas sa rotation playoff. Et puis voilà, c'est une rotation qui serait limitée. Je pense que c'est un joueur qui viendrait potentiellement à disparaître au fur et à mesure que tu gagnerais en intensité, au fur et à mesure que tu pourrais avancer dans une campagne de playoff. Mais en l'état, non, il n'y a pas de contre-indication pour pas faire jouer Kenrich en playoff, surtout que c'est pas les autres à côté de lui qui sont les plus gages d'assurance et d'apport régulier, on va dire. ouais, ça pourrait être mon joker. Quoi. Mon joker, t'es un peu, soit tu mets Kenrich parce que dans une Kenrich, soit t'es un peu en galère dans ton match et t'as besoin d'un mec qui stabilise un peu, qui va faire 2-3 bonnes choses et remettre OKC à l'endroit, entre guillemets, tu vois, si c'était dans une mauvaise séquence, tu peux mettre Kenrich Williams et il va être capable de faire ça. Donc, ouais, il jouera pas 20 minutes en playoff. De toute façon, il les joue pas en régulière déjà, mais de temps en temps, une petite 8-10 minutes de Kenrich, ça peut tout à fait arriver. Dernière question concernant l'effectif, une question de Daikris. Croyez-vous plus en un line-up avec Chet et Isaiah Hartenstein? Je vais répondre sur celle-là. On ne peut pas savoir, on n'a pas vu. Voilà, c'est toute la problématique. C'est aussi une question qu'on nous posait au moment du trade de Cam Johnson. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre de voir avec le retour de Chet comment ça pouvait se passer? J'ai envie de dire, c'est un peu tout le drame et tout le mauvais timing de la blessure de Chet. C'est que Chet, même si là, on le voit, il est sans béquille, etc. Je ne suis pas convaincu que tu le revois avant le mois de février. Honnêtement, le temps de se remettre en route, de refaire des entraînements avec contact, de refaire du 5-5. Enfin voilà, je ne suis pas médecin, mais je ne pense pas que Chet va revenir dans les 10 prochains jours. Donc, il va falloir faire potentiellement une trade deadline avec cette question-là. Potentiellement, il va falloir faire 25 matchs avec cette association-là pour se dire, OK, là, on est sur un certain niveau de
d'échantillons pour pouvoir se dire ok, ça marche ou ça marche pas en vue des playoffs. Et oui, actuellement, tu es dans une situation où tu peux pas savoir. Pour moi, tu ne peux pas savoir parce que tu n'as pas vu, tu sais pas comment les deux vont matcher, tu sais pas à quel niveau va revenir Chet Holmgren. Enfin voilà, il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que tu as des situations qui vont être intéressantes déjà défensivement, mais offensivement, potentiellement, voilà, Hartenstein va peut-être faire un dribble end-off pour Chet. Chet va peut-être être capable de sanctionner. Enfin, les deux vont être capables d'être complémentaires dans le jeu offensif. Il y aura toujours cette problématique de spacing, surtout si Chet ne met pas dedans à 3 points. Mais j'ai envie de dire, on n'est que sur de la pure théorie. Et pour l'instant, tant qu'on n'a pas la pratique, pour moi, on ne peut pas donner une réponse claire, nette et définitive sur ce sujet. Ouais, j'en sais rien non plus. Je suis toujours, comme au début de saison, je suis intrigué. Je me dis, c'est original comme idée, pourquoi pas. Mais on attend de voir parce que surtout les deux, on les a pas vus jouer à côté d'un autre intérieur. Tu vois, on aurait pu, avec le retour de Jalen, par exemple, voir Daigneault tenter du Jalen Hartenstein, voir ce que ça donne, tu vois, essayer de tester un truc. Non, il n'y a pas une minute comme ça. C'est Chet, quand il a joué, il était uniquement poste 5. Hartenstein, quand il a joué, était uniquement poste 5. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que les deux sont très bons. Donc, notre rotation poste 5 en playoff, si les deux sont aptes, les 48 minutes, elles sont bouclées, il n'y a pas de souci. Jalen Williams, on ne le reverra pas. Hein. Mais on ne peut pas savoir si le duo peut fonctionner ou pas. Donc ouais, pas plus à ajouter. Si c'était que oui, on le reverra pas avant, on le reverra après le All-Star Break, Chet. Il n'y a aucun intérêt de prendre un risque avant de le faire jouer. Surtout même quand tu le vois marcher et tout, tu sens qu'il y a encore une mobilité réduite ou quoi. Tu vois, enfin, il est pas remis encore. Ça se voit qu'il a pas repris l'entraînement, quoi. Donc pour le coup, non, on le reverra après le All-Star Break. Ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y aura que 25 matchs maximum pour statuer. Parce qu'il y aura peut-être un peu moins, tu vois, avec si OKC est, je sais pas, à 10 matchs de la fin, OKC est déjà à 60 wins, bon, bah, tu seras peut-être un ou deux mecs au repos de temps en temps. Tu auras maximum 25 matchs pour statuer, ce qui est peut-être pas suffisant pour travailler la connexion entre les deux. Donc, voilà, c'est compliqué de donner une réponse maintenant. On espère que ça marche, mais pour l'instant, on n'a pas vu une minute, donc on attend de voir. En tout cas, on se le souhaite. Voilà, c'est un peu la réponse à la question. On va passer maintenant, il ne nous reste plus que 2 catégories. On en aura fait déjà un bon épisode de FAQ. C'est la question fenêtre de titre. Et la première question, c'est la question du siècle oublié. Qu'est-ce qui manque à OKC pour être un clair contender? J'ai envie de dire, OKC est déjà un clair contender avec ce qui se passe. On va être très honnête. Hein. Enfin, on peut tournicoter le truc dans tous les sens. On avait déjà fait un long débat durant l'épisode preview. Donc on ne va pas s'étendre dessus, mais clairement, si OKC, même avec la problématique de 3 points, même avec la problématique d'autocréation, si OKC n'est pas un contender, qui est un contender dans la conférence Ouest? J'ai envie de dire. Il n'y a personne. Donc, non, pour moi, qu'est-ce qui manque à OKC pour être un clair contender? Rien, puisque OKC est déjà un clair contender. Après, qu'est-ce qui manque à OKC pour être le clair favori de l'adresse à 3 points et potentiellement de l'autocréation supplémentaire? Genre, typiquement, tu prends Peyton Pritchard, tu l'enlèves de Boston, tu le mets au OKC, peut-être qu'OKC est favori pour gagner le titre. Mais ou tu prends Norman Powell, tu l'enlèves des Clippers, tu le mets au OKC, peut-être qu'OKC est favori pour gagner le titre. Mais en l'état, OKC est clairement un clair contender. Oui, clairement. Là, on disait, nous deux, qu'on ne voit pas OKC gagner le titre cette année en l'état s'il y a toujours des problèmes de tir. Mais c'est aussi parce qu'il y a Boston en face, quoi. T'enlèves Boston, bah oui, OKC est favori pour le titre. À voir comment tu positionnes. Cleveland est solide. Oui, voilà, à voir comment tu positionnes Cleveland. Mais tu vois, Cleveland, on passe quand même d'une équipe qui a galéré à battre le Magic au premier tour l'an dernier. Est-ce que c'est une équipe qui peut jouer le titre dès cette année? On verra. Ils font une régulière exceptionnelle. On verra comment ça va cliquer en playoff, face à des adaptations techniques, comment ça va se faire. C'est vrai que quand tu fous Kenny Atkinson, head coach d'une franchise, bizarrement, ça joue bien au basket. C'est étonnant. Mais oui, t'enlèves Boston de l'équation, parce que Boston, avant la saison, c'était le clair favori pour le back-to-back, hein, concrètement. T'enlèves Boston de l'équation, OKC, peut-être le favori au titre. Donc, c'est un contender. De toute façon, à l'Ouest, le Thunder, déjà rien qu'en termes de bilan, est loin devant la deuxième place. Il y a déjà un écart qui a été fait. Donc, bonne chance aux équipes adverses pour rattraper le Thunder. Sachant que les 2 et 3, c'est Memphis et Houston qui font des débuts de saison bien plus haut que ce qui était attendu, surtout Houston pour le coup. Et qui ont des calendriers très difficiles à venir aussi. Ouais, voilà. Donc, ok, ici est contender déjà, concrètement. Nouvelle question de The Wash. Est-ce que finalement la fenêtre de titre, c'est pas maintenant pour le All-In? Ça aussi, Tom, je vais te lancer sur ça, mais c'est un point qu'on a souligné quand on a fait l'épisode preview. La fenêtre de titre d'OKC, elle peut être de, je sais pas, 5 ou 6 ans. Par contre, on est clairement sur les 2 années où la fenêtre est le plus ouverte selon moi. C'est-à-dire que, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, tu n'as pas de problématique financière à dire oui, mais machin, truc, bidule. Tu as 2 ans où tu as un effectif au complet. Chet et J-Dub en contrat rookie.
je pense très honnêtement que ce sera très difficile, passer le deuxième contrat de J-Dub et de Chet, d'avoir une équipe meilleure que ce que tu as actuellement. Peut-être que J-Dub et Chet auront fait de la progression interne et seront de meilleurs joueurs, mais en termes de qualité d'effectif, actuellement, je pense qu'on est d'accord pour dire que tu auras très difficilement un meilleur, hormis si, je sais pas moi, genre les Clippers l'an prochain, ils venaient à être top 5 des pires bilans et que tu récupères un numéro 1 de draft, mais en l'état, je pense qu'on est sur 2 années où tu vas avoir l'effectif le plus profond et le meilleur effectif du Thunder. Ouais, c'est la meilleure période financièrement parlant. Parce qu'après, comme dit, à voir comment J-Dub et Chet progressent. Bon, Shai, s'il progresse encore, ça va devenir indécent. Voilà, Mais J-Dub et Chet, tu vois, si J-Dub dans 3 ans, parce que là, J-Dub, il a quoi? Il a 23 ans, il est quand même jeune. Hein. J-Dub, dans 3 ans, il aura l'âge de Shai maintenant. Si c'est un mec à 25 points, 8 passes, je donne des stats au pif. Hein. Mais là, tu pourras dire, ah, quand même, OKC, c'est un concurrent très sérieux, parce que tu as Shai à côté, là. Il est parti pour son 2e MVP, là. C'est quelqu'un de solide aussi. Bon, on sait pas, on se projette, mais oui, financièrement, par contre, oui, en termes de marge, etc., pour manœuvrer, renforcer ton effectif, etc., oui, là, les 2 prochaines années sont les meilleures années pour OKC pour aller chercher le titre. Et oui, la fenêtre de titre est totalement ouverte et on espère qu'elle sera ouverte longtemps, mais comme dit, en NBA, tu sais jamais ce qui peut se passer. Donc là, actuellement, on se dit qu'elle est ouverte, mais ça se trouve, les prolongations de J-Dub et Chet, ça va mal se passer. Il y en a un des deux qui va tirer la tronche, ça va faire une James Harden bis, et tu vas te retrouver qu'avec un des deux, et tu vas te dire merde, c'est con. Mais non, on n'espère pas, mais il y a peu de chances, entre guillemets, que ça se produise. Mais tu sais, vu que tu sais jamais de quoi le futur sera fait, oui, la meilleure opportunité pour OKC actuellement de gagner le titre, c'est les 2 prochaines années. Donc, oui, mais la fenêtre est grande ouverte. Hein. Pour le coup, comme on l'a dit sur les favoris au titre, OKC arrive très très vite dans la conversation. Ouais, bah, tout à fait. Je suis d'accord. Nouvelle question de The Watch. Alors, celle-là, j'avoue, j'ai pas très bien compris jusqu'où ça va bien. Je l'ai casé dans la fenêtre de titre parce que je me suis dit, c'est jusqu'où ça va bien, genre jusqu'où on est satisfait de la saison d'OKC en playoff. Enfin, je ne sais pas. Jusqu'où ça va bien, je ne sais pas. Dans le doute, on va dire jusqu'où ça va bien en playoff. Pour moi, j'ai envie de dire que franchement, c'est allez, finale de conf ou rien, quoi. Déjà, faut que tu progresses. Mais je suis pas loin de te dire, quand tu vois que Dallas, potentiellement, ils vont partir de très loin avec la blessure de Luka Doncic. Quand tu vois que dans le top 4, il y a Houston. Bah, voilà, je trouve que bon, il y a Denver, quoi, mais je suis pas loin de dire que, vu ce que montre le Thunder, tu dois au moins sortir de l'Ouest. Honnêtement. Je sais pas ce que tu en penses, Tom, mais tu étais presque dans une situation où, pour moi, OKC doit tout résultat autre qu'au atteindre les finales serait une déception et serait une contre-performance du niveau affiché actuellement. Ah bah là, au début janvier 2025, au vu de ce qu'on voit, oui, si tu fais pas finale NBA en fin de saison, c'est une déception. Peu importe la raison, hein, ça peut être, je sais pas, t'arrives premier tour, oui voilà, ouais mais on sera quand même déçu, tu vois. Ce sera pour des raisons extérieures. Imaginons Shai se pète au premier tour, bah oui, là effectivement t'es mal barré pour aller en finale NBA. Mais on sera quand même déçu au final. On se dira putain, ok, si c'était quand même une équipe qui pouvait aller chercher le titre cette année, on sort en mid-conf, imaginons. Bon bah c'est relou. Mais oui, là en l'état, je crois que c'était Charlie Lee en preview qui avait fait la take comme ça. Ok, s'il faut que ça aille en finale, sinon c'est une saison foirée. Ouais. Bah, finalement, il a pas tort. Hein. Il a pas tort, Charlie Lee. Là, si tu vas pas en finale avec l'équipe que t'as, avec la conférence Ouest qui est concrètement, il y a pas, je vois pas une équipe qui rivalise avec OKC pour l'instant. Comme on l'a dit, Dallas, c'est ce qu'on disait même en preview, c'est un peu la finale de conf qu'on projetait Thunder Dallas. Moi, c'est toujours la finale de conf que je vois parce que là, ils sont redescendus et parce que Luka Doncic s'est blessé, donc ça aide pas forcément. Mais c'est une équipe qui reste très très solide en termes de construction d'effectifs. Mais sinon, en termes d'adversité, tu vois, moi même Denver, ils me font pas peur, hein, honnêtement. On joue Denver, pour moi, on doit les taper propre. Hein. Donc, je suis d'accord. Donc ouais, non, finale NBA et après, si t'affrontes Boston, comme ce qu'on projette un peu à l'Est, voilà, tu verras. Boston, c'est un peu l'ogre, l'équipe à abattre. Donc, super contre Boston, c'est pas la honte, quoi. Mais oui, il faut au moins une finale NBA, je pense, pour qu'on soit satisfait de la saison d'OKC. Ouais, et puis surtout, pour moi, t'as une situation où, en fait, dans la conférence Ouest, t'as OKC et t'as le reste. Dans la conférence Est, t'as Cleveland, t'as Boston, t'as New York, et ensuite t'as le reste. Je trouve que il n'y a pas, dans la conf Est, il y a 3 ogres, entre guillemets, qui peuvent se tirer la bourre, là où je trouve que dans la conf Ouest, pour l'instant, hein, bien sûr, parce que potentiellement ça peut venir à changer, mais
je vois pas d'équipe au niveau d'OKC sur ce début de saison dans la Conf Ouest. Alors que du côté de l'Est, tu peux te dire, bon, Boston, ils sont un peu en pilotage automatique, mais ils sont capables de rivaliser avec Cleveland. Tu peux te dire que New York est capable de passer la seconde. On a vu sur le match de cette nuit que New York est capable de regarder clairement dans les yeux un contender avec OKC. Voilà, tu as cette situation, tu peux te dire, à l'Est, tu as 3 équipes, ce qui peut d'ailleurs être un point positif pour OKC, c'est parce que ces équipes peuvent potentiellement, si tu as un 2-3 en demi-finale de conf et que c'est Boston-New York, bah, tu as une équipe qui va laisser des plumes, mais Boston ne va pas du tout se retrouver. Si Boston venait à refaire les finales NBA où ils jouent genre New York en demi-finale de conf et les Cavs en finale de conf, eh ben, ils vont arriver en ayant laissé beaucoup plus d'énergie que ce qu'ils ont pu faire l'an dernier au moment où ils jouent Dallas, où ils sortent Cleveland sans Donovan Mitchell, Indiana sans Tyrese Haliburton, Miami sans Jimmy Butler, enfin voilà, avec leur cargaison de joueurs adverses blessés. Donc peut-être que ça peut être un truc intéressant. Et de ce côté-là, même si voilà, on se projette beaucoup sur les playoffs, ce sera, je pense, un des objectifs. Si jamais tu viens à atteindre les finales NBA, ce serait de ne pas trop laisser d'énergie sur les précédentes séries. Ouais, je suis d'accord, il y a plus d'adversité. Alors moi, je mets quand même Boston au-dessus du lot parce que, ok, sur la régulière, là, ils sont que deuxième, entre guillemets, mais ils ont une marge quand même. Ils jouent en claquette des fois, hein, Boston. Hein. Oui. Quand ils s'y mettent sérieusement, là, il y a eu la déclat de Tatum, j'ai vu passer, comme quoi ils ont dit, bon, bah janvier, il faut qu'on rejoue notre vrai basket. Bah s'ils rejouent leur vrai basket, ils vont peut-être finir invaincus en janvier, finalement. Donc ouais, non, et là, Cleveland, moi, ils ont une saison régulière de ouf, mais j'attends de voir quand même en playoff comment ça se traduit. Ce sera clairement meilleur que les Cavs des années précédentes. Mais j'attends de voir comment ça se traduit, tu vois, un Boston-Cleveland. Je sais pas si ce sera une série en 6 ou 7, tu vois. Ça se trouve, Boston, en fait, ils ont toujours de la marge sur eux, ils leur mettent 4-1, quoi. Donc, mais là, par contre, où je suis d'accord, c'est qu'ils peuvent laisser un peu plus de plumes, surtout quand tu vois New York. New York, ils peuvent faire une Timberwolves l'an dernier, hein. Construire leur équipe pour taper l'équipe à abattre de la conférence et les faire chier, les sortir et créer un bordel dans la conférence par la suite. Donc oui, là où OKC, comme on l'a dit, il y a pour l'instant, je vois pas d'équipe qui rivalise avec OKC, hormis Dallas à 100%, parce qu'on les connaît. C'est toujours des petits Washington. Ouais. Dernière question de Noir 1, concernant entre guillemets la fenêtre de titre. Par rapport à notre meilleur résultat 2012, je trouve personnellement que nos individualités sont moins fortes que 2012, justement, sauf SGA. Sur quel aspect l'équipe actuelle est plus forte? On le voit sur notre régularité et qui peuvent présager d'un gros statement, finals ou titre, justement. Je pense que, encore une fois, on l'avait dit quand on avait fait l'épisode preview, en termes d'individualité, oui, ça vaut pas. Shea, J-Dub, Chet ne vaut pas Russ, KD et Harden. Par contre, juste, tu as de meilleures équipes. Enfin, tu as une meilleure équipe à côté. C'est mieux entouré. Et encore, cette année, c'est pas si bien entouré que ça. Mais tu vois, Hartenstein, c'est un Perkins plus. Ah, voilà, oui. T'avais Ibaka, mais bon, Ibaka était pas non plus, était très fort défenseur, mais en attaque était régulier, mais c'était pas non plus un game changer. Alors voilà, je trouve que est-ce que l'équipe du Thunder actuelle est plus forte que l'équipe de 2012? Je sais pas, mais comme la NBA actuelle est quand même moins forte que la NBA de 2012 en termes vraiment de powerhouse, puisqu'en 2012, ça a quand même les Spurs qui sont très forts, t'as le Heat qui est très fort, enfin, t'as vraiment de grosses équipes. Je pense que c'est une équipe qui collectivement joue mieux, qui se repose un tout petit peu moins sur ses talents individuels, et juste défensivement, il y a une galaxie. Il n'y a pas une galaxie, parce que je suis dur de dire qu'il y a une galaxie, parce que OKC de cette époque-là était quand même une bonne défense, mais c'est juste à une défense qui est extraordinaire. C'est ça qui fait la différence par rapport à l'équipe de 2012. Est-ce qu'elle est plus forte? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait d'avoir une défense élite t'amène à plus de régularité dans les résultats. Ouais, oui, une défense sur une autre galaxie, même si OKC, historiquement, ça a toujours été une bonne défense. Oui. Mais est un coach aussi, qui n'est pas du même niveau. Même si Scott Brooks, il est coach of the year à l'époque, tout ça, mais Mark Daigneault, ce qu'il propose comme basket, c'est quand même quelque chose, quoi. Même il y a quelques années, quand ça commençait à parler de Mark Daigneault, même dans la sphère NBA, c'est un coach vraiment faut suivre parce qu'il peut un peu passer le basket NBA dans une autre manière de jouer, etc. Il a des idées nouvelles, etc. Mark Daigneault, c'est quand même un coach au-dessus de ce qu'on avait à l'époque. Est-ce que c'est une meilleure équipe que 2016 aussi? Parce que j'ai l'impression que c'est plus... Oui. Bizarrement, les finales 2012, c'est le meilleur résultat d'OKC, mais j'ai plus l'impression qu'en 2016, le Thunder était plus proche du titre qu'en 2012. Non, non. Pour moi, non. Quand même, tu perds en 7 contre les Warriors, qui perdent en 7 contre les Cavs. Pour moi, un Thunder Cavs en finale, tu peux taper les Cavs, hein, clairement. Là où le 8... l'adversité est différente, parce que le 8 de 2012, c'est un délire quand même. En plus, ils se sont fait taper en 2011, donc les mecs, ils ont la dalle, ils la veulent, leur bague. Mais j'ai l'impression que contre le 8, t'es pas vraiment... tu te fais taper propre, 4-1, il n'y a pas trop de suspense, quoi.
Bah, justement, c'est là où je suis pas d'accord. Hormis le match 5, t'as que des matchs serrés. C'est Ouais, OKC perd des matchs serrés en finale, mais enfin, c'est pas le moi, débat, mais j'ai pas l'impression que tu peux les taper. Là où en 2016, j'ai l'impression que tu peux taper tout le monde, concrètement. bah Donc, ça, je crois qu'on en avait parlé dans une... Non, dans l'épisode La dynastie ratée du Thunder, donc c'était il y a ça 2 ans. Moi, je reste toujours très sceptique à l'idée que tu puisses taper Cleveland en 2016. Mais ça, c'est un autre débat. Mais là, pour le coup, enfin, moi, je penche plutôt de l'autre côté. L'équipe de 2024-2025, pour moi, est meilleure que l'équipe de 2016. Et même assez largement, j'ai envie de dire. Honnêtement. ok. Collectivement, je suis d'accord. Individualité, pour moi, la 2024 est moins forte que 2012-2016. Mais bon, Ah oui, ça, c'est sûr. 2012-2016, tu construis autour de Russ et KD. Voilà. À un moment donné, tu as 2 MVP au final dans leur carrière. Donc Quand, bon, quand, c'est autre chose en termes de talent. Par contre, collectivement et en termes de coaching, ouais, le Thunder actuel est meilleur que ces deux équipes dont on a parlé. Tu vois, surtout qu'en 2012, le Thunder n'est que la 9e défense de NBA. Donc là, il y a un clair différentiel Ouais. entre la défense de l'équipe qui va en finale et la défense de l'équipe actuelle. Et tu vois, 2016, tu joues une série de playoffs entre ces deux équipes. Je pense que c'est la 2024-2025 qui ressort. Mais parce que OKC, c'est pas les mêmes règles, mais OKC est trop fort pour défendre de l'isolation. Et juste avec Ross et Westbrook qui jouaient que de l'iso, en fait, tu serais capable de limiter ces pics-là. Donc voilà. Mais après, on va passer du coup aux dernières questions, un peu les questions fourre-tout. Mais puisque tu parlais, Tom, du fait que OKC avec un coach, ça nous amène à une question d'El17. Quel coach a déjà fait un back-to-back Coach of the Year? Et la question, que pensez-vous du CV de Mark Daigneault au bout d'une trentaine de matchs? La réponse, est-ce qu'un coach a déjà fait back-to-back Coach of the Year? La réponse est non. Ça n'est jamais arrivé. Et après, je vais te lancer. C'est difficile de critiquer potentiellement ce que peut faire Mark Daigneault sur ce début de saison. Il instaure une défense élite et il aide OKC à faire le meilleur démarrage de son histoire. Ouais. Oui, non, la saison d'Egnault, elle est excellente. Comme tu l'as dit, il n'y a jamais eu de coach of the year back-to-back. Ce ne sera pas le cas cette année non plus. Vous commencez à avoir les cotes un peu pour le coach of the year. Bon, bah, Mark Daigneault, on n'en parle pas. Alors Non, c'est que. Kenny Atkinson et Ime Udoka et puis voilà. Et Taylor Jenkins. Ouais. J'insiste, mais il y a Taylor Jenkins dans le top 3. Un peu plus sceptique là-dessus, même si Memphis fait une belle saison régulière, hein, mais bon, c'est un peu plus galère. Là, au vu de la saison de Kenny Atkinson, ce sera lui. Hein. C'est déjà fait. Bon, c'est à prendre Potentiellement, Cleveland si ça tire le s'effondre. rythme, ouais. Voilà, si Cleveland s'effondre, bon, bah, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Je sais pas. Joe Mazzulla, il a déjà été coach of the year ou pas? Non. Non, il l'a pas Mais été. je Donc... pense pas qu'il va l'être parce que le bilan sera moins bon, donc ça m'étonnerait. Ouais, faut voir. Mais tu vois, le fait qu'il l'ait pas eu, ça peut lui donner un peu plus de légitimité. Mais oui, sinon, Ime Udoka, au vu de ce que fait Houston, pareil, si Houston il reste top 3 de l'Ouest, bah, il va faire partie des prétendants. Ouais, Mark Daigneault n'aura pas le coach of the year et c'est pas très grave concrètement. Au vu de ce qu'on voit, il fait partie des meilleurs coachs de la ligue. Le projet d'OKC avance bien, il tient bien, il a bien son vestiaire dans la poche entre guillemets quand tu vois ce qu'il est capable de faire Aaron Wiggins le dernier match, alors qu'il était quasiment sorti de la rotation. Voilà, ça se passe très bien avec Mark Daigneault, c'est super. En playoff, je suis tout à fait confiant sur les adaptations de Mark Daigneault. Et oui, juste, ne sera pas coach of the year, mais c'est pas gênant, c'est pas l'essentiel en soi. Oui, non. Pas grand-chose à ajouter sur le début de saison de Mark Daigneault. C'est du classique. La gestion des égos, si tant est qu'il y ait des égos à OKC est bonne. Bon, après, on peut toujours critiquer sur certains choix, mais même tu vois, le match face à Minnesota, il y a un moment où tu te retrouves à -12, il prend pas temps mort. Alors, en fait, OKC colle un run de 10-0. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce qu'il est capable de faire, sur ce que propose Mark Daigneault. On va dire que les joueurs suivent bien les consignes qu'il est capable de faire. Et après, offensivement, tu peux critiquer entre guillemets le pas de côté ou le recul que tu peux faire l'an dernier. Je suis pas sûr que ce soit réellement imputable à Mark Daigneault, tout simplement parce que les joueurs mettent pas dedans à 3 points. Quoi. Tu peux critiquer entre guillemets le fait que tu as augmenté le volume, mais bon, les joueurs ont qu'à mettre dedans, j'ai envie de dire. Mais il est pas trop critiquable. Genre. Et les challenges de Mark Daigneault aussi. Bien sûr. C'est classique, hein, très fort. Il fait bien confiance à ses joueurs d'ailleurs, je trouve. Des fois, c'est lui qui prend l'initiative, mais souvent, il y a, je sais plus si c'est contre les Knicks où il y a J-Dub qui se fait siffler une faute. Je sais plus si c'est les Knicks ou c'est un match précédent. Et où il demande le challenge et Mark Daigneault, tu sais, il a pas forcément vu, t'as l'impression qu'il a pas forcément vu l'action, mais il voit que son joueur, il dit non, il n'y a pas faute, je suis sûr de moi. On va challenge et c'est un challenge qui a réussi. Donc, oui, il gère plutôt bien ça. C'est con, mais c'est un petit aspect du jeu où il est très performant et qui peut être important, notamment dans des moments chauds en playoff. Ouais. Enfin bon, le challenge sur PJ Washington à la fin du match 6 qui du coup enlève le temps mort là pour le coup. T'étais obligé de le prendre, mais le choix de l'avoir pris ou non reste un peu controversé. On va finir sur 2 questions un petit peu historiques.
Dernière question de Elwan. Quel est le record de joueurs d'une même équipe présente dans les All Defensive Teams? Est-ce que OKC pourrait pas réaliser un exploit? Alors du coup, on est allé chercher dans nos petits carnets d'histoire. On a trouvé des situations où tu avais 4 joueurs qui étaient présents dans les All Defensive Teams. C'était dans les années 70, c'était Boston. Tu as eu quelques occurrences par le passé où tu avais 3 joueurs qui étaient dans une All Defensive Team. Tu as les Bulls avec Jordan, Pippen, Rodman. Tu as les Grizzlies en 2013 avec Mark Gasol, Tony Allen et Mike Conley. Tu as les Sixers avec Joel Embiid, Ben Simmons et Matisse Thybulle, il me semble. Et voilà, on est dans une situation où 4 joueurs, comme c'était le cas à l'époque, c'était dans les années 70, tu avais 2 fois moins d'équipes. Donc, tu avais plus de chances d'avoir plus de joueurs qui étaient dans les All Defensive Teams. Et puis surtout, tu as le côté où je pense que tu as le fait que maintenant les All Defensive Teams sont positionless, donc ça va être très difficile d'avoir autant de joueurs, surtout qu'OKC souffre d'une problématique, c'est que pour être éligible au All Defensive Team, il faut jouer 65 matchs et jouer plus de 20 minutes. Et en gros, les seuls qui vont réellement être éligibles à ça, j'ai l'impression que ça va être Cason Wallace, Lou Dort et potentiellement Isaiah Hartenstein. Et je ne vois pas ces 3 joueurs être dans les All Defensive Teams. Je pense que Lou Dort va y être, si le rythme se maintient, Lou Dort va être. Ce sera la première fois, mais il sera obligatoirement dans une All Defensive Team. Hartenstein peut-être, mais on sera pas à plus de 2 selon moi. Ce qui est un peu dommage parce que la défense du Thunder est historique, mais elle est historique, j'ai envie de dire, collectivement. Et avec la blessure de Chet, t'as pas un point d'ancrage qui fait dire ok, c'est ce joueur-là. Ou alors Caruso a déjà loupé trop de matchs. Ouais, Hartenstein, je suis pas sûr qu'il y soit. Moi, j'en vois qu'un, je vois Lugensdort. Alors, si Lugensdort est pour l'Offensive Team alors qu'il est éligible, ça va gueuler. Je vous le dis tout de suite, parce que vu la saison qu'il produit, il a intérêt à être au defensive et au defensive first, hein, concrètement. Faut récompenser la défense d'OKC et même l'apport de Lugensdort. Je sais pas, Jalen Williams, vu les performances défensives qu'il fait, il y a des match-ups, il y a ce fameux stretch où il a joué poste 5, où il défendait des pivots, là, qui a été plutôt marquant, entre guillemets, où il a été plutôt bon, en fait. Hein, il a plutôt bien dépanné à ce niveau-là. À voir Jalen Williams, tu vois, des fois, il y a des all-defensive teams donnés à des stars qui sont pas forcément les meilleurs défenseurs de leur équipe, mais vu qu'ils sont plus connus, les votants, ils votent plus pour eux naturellement, entre guillemets. Tu vois, s'il y a un deuxième defensive team, je pense que ça serait plutôt Jalen Williams, plutôt qu'un Cason Wallace qui est pas trop médiatisé, ou un Hartenstein, ou c'est le pivot, mais tu vois, même dans l'inconscient des votants et tout, c'est plutôt Chet Holmgren, le protecteur de cercle. Donc, c'est pas Hartenstein qui va devenir en premier pour voter. Et Chet sera pas éligible. Donc moi, j'en vois un. Et si j'en vois un deuxième, peut-être plus Jalen Williams. Même si je serais pas trop d'accord avec ce postulat-là et que je partirais plus sur un Cason Wallace, personnellement. Mais ouais, au moins Lugensdort, en tout cas. Et on n'en aura pas 3 ou 4. Hein. Ça, pour le coup, c'est marrant. Non. Quand ils vont le donner à Shea parce qu'il fait des interceptions et des contres, ça va pas le faire, ouais. Ouais. Ça va pas le faire. Et sachant que les Wolves de l'an dernier sont une défense historique, ils en ont eu 2. Donc là, tu vois, même la défense historique de Casey cette année, on n'aura pas plus de 2, je pense, parce que c'est très rare de donner plus que ça, surtout dans une NBA où il y a beaucoup de talent à récompenser. Donc les votes sont souvent un peu plus éparpillés entre les équipes. D'accord. Et enfin, la dernière question un peu plus historique, question de Yoka. Balancez votre 5 majeurs des role-players de l'histoire de Casey. Alors là, Tom, je te laisse continuer, mais est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que dans le 5 majeur des role-players de Casey, forcément, il y a André Robertson? Ouais, je l'ai. C'est bon, il y a André Robertson. Est-ce que tu penses que dans le 5 majeur des role-players de Casey, il y a Steven Adams? Oui, pareil. C'est le premier nom que j'ai mis. Steven Adams, André Robertson. Et là, après, moi, j'ai un problème, c'est que est-ce qu'on considère Serge Ibaka comme un role-player? Ah, c'était ma question. Moi, j'en ai un que j'ai mis automatiquement aussi. C'est Lugensdort. Ouais, Lou Dort, bien sûr. Lugensdort, je le mets. J'en ai 3 directs, c'est Robertson, Dort et Adams. Et après, on discute. Ibaka, faut voir si c'est un role-player ou pas. Si c'en est un, oui. Serge Ibaka. Sinon, moi, j'avoue que j'ai mis Jeremy Grant à la place. Jeremy Grant, ouais. Pas de Nick Collison, du coup, qui était quand même un role-player à OKC. Ouais, j'ai pas mis Nick Collison, mais je sais pas. Jeremy Grant, j'étais pas mal marqué par son passage à OKC. J'ai vraiment bien aimé. Donc, c'est vrai, Jeremy Grant. C'est vrai si Ibaka est pas possible, Jeremy Grant. Et à la main, par contre. Reggie Jackson. Moi, j'avais Dennis Schroeder, mais il a fait qu'un an. Et... Ah si, non, 2 Dennis Schroeder. 2 Attends, comment ça 2 Ouais, il fait 2. Il arrive la saison sous PG et il fait l'autre avec Chris Paul. Oui, bah oui, c'est vrai. Donc ouais, 2 ans. Non, bah en vrai, impeccable. Non, mais je pense Dennis Schroeder, André Robertson, Nick Collison, parce qu'il faut quand même le citer, Steven Adams et Lugensdort. Je pense. Hein. Ok.
Et moi, mon souci, c'est si on devait mettre un 6e homme, bah, Schroeder 6e homme, mais du coup, il faut un meneur dans le starting 5. Et Reggie Jackson, je suis pas le plus grand fan. Donc bon. On peut mettre Raymond Reggie. Ouais, bien sûr, Ramon Felton. allez. Norris Cole. Ouais, bah oui, c'est Match Christon, tant qu'à faire. Pour le fun, Dion Waiters, ça. Allez, hop. Ah, non, Thabo, hein. Thabo, ouais, Thabo, pourquoi pas. Pire. T'as pas de meneur, mais ouais, ça. Disons que Thabo, Robertson, Dort, ça défend bien sur les extérieurs, quoi. Ouais, c'est honnête. Puis si t'as Ibaka ou Nicholson en protecteur de cercle, c'est honnête aussi. Ouais, c'est pas mal. Adam Sorbon. Ouais, Il y a de quoi faire, quoi. Ouais, on n'a pas cité Enes Kanter, bien sûr. Mais voilà, Freedom. on va. Non, bien sûr, Freedom. Mais voilà, on va arrêter là pour cette FAQ. On a déjà fait un épisode qui était très long. Merci à ceux qui sont allés jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre partout, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram. Allez follow la chaîne sur Twitch, abonnez-vous sur YouTube, mettez des petits pouces si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter. On vous recommande une nouvelle fois d'aller checker la très bonne vidéo de Pierre sur Jay Mitchell. On se retrouve très prochainement. Je pense qu'on pourrait, allez, sans trop teaser, mais vu le calendrier et le fait qu'on soit sur le stretch le plus difficile pour OKC, peut-être à la manière de ce qu'on avait fait pour la NBA Cup, revenir sur les 4 matchs là, les 4 matchs de l'enfer face au top 3 de l'Ouest. À voir, on ne vous garantit rien, mais c'est une idée qu'on balance comme ça. Mais d'ici là, portez-vous bien, continuez à regarder OKC, et puis on se retrouve une prochaine fois. Salut! Salut!